Ah, vous pourriez nous présenter, Mansart? Un instant, mon vieux. Helen Wells, Paul Danville, Albert Danville. Ces messieurs sont dans la ferraille. Voilà ce qui explique le mépris qu'ils ont pour la carrosserie de leur voiture et celle de leurs amis. Ça va, Mansart. Bon, ben, au revoir. Au revoir. Vous êtes américaine? Non. Anglaise? Oui. Venez avec nous, on va chasser le cochon. Le sanglier. Je crois pas que j'aimerais ça. Dommage. Voilà, ça. Bravo. Vous en faites pas, on vous en achètera une toute neuve. Qui compte, imagine-toi. Qui sait? Où c'est que vous l'avez ramassée? Sur la route. Et elle est tombée dans votre lit, hein? Toute pareil, Albert. Bravo. Oh merde. Ce genre de fille à me faire bander, moi. Même à jeun. Oui, à jeun, ou pas. Hein? Salut Julien, comment vas-tu? Bonjour, bonsoir Romain. Bah écoute, ça va fort bien. C'est presque l'été au moment où on enregistre. C'est parce qu'il y a plus de saison, ma bonne dame. Qu'est-ce que vous voulez? Alors évidemment, les petites allergies, tout ça, mais c'est pas grave. Si je parle un peu du nez, vous veuillez m'excuser, c'est la période. Mais je crois que après un tel film, on peut parler du nez, on peut saigner du nez aussi. Je pense aussi, parce que là, on va dans la violence, je pense. Même si ça se passe pas dans le sud de la France, il y a certains moments, tu sens que on est dans GOC, quoi. Voilà. On est dans GOC. Et tout d'abord, j'allais revenir sur cette émission. Évidemment, GOC, nous sommes au 2e épisode. Donc, nous parcourons le cinéma de genre français. Après nos quelques pérégrinations sur le cinéma de genre un petit peu français plus contemporain avec Xavier Jeance, Alexandre Bustillo, Julien Maury. Là, nous nous lançons donc dans ce podcast autour vraiment du cinéma de genre en France et parcourir de toute époque. Et nous avons commencé l'épisode dernier dans les années 60, même en 1960 pour être plus précis, avec Les yeux sans visage de Georges Franju. Et là, nous avons jumpé 15 ans plus tard, en 1975, puisque vous avez déjà calculé ça bien avant moi, évidemment, puisque vous êtes très très bon en maths. Et nous nous retrouvons avec un film donc de Serge Leroy, intitulé La Traque. Film très étonnant, finalement assez méconnu, si je puis dire, parce que c'est pas forcément... moi, je l'ai découvert finalement assez tardivement, mais on va y revenir. Je le synopsiserai très rapidement après. Donc, le film donc, est interprété entre autres par Mimsy Farmer, qui nous a joué le rôle d'Hélène, on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Jean-Pierre Mariel, Michel Lonsdal, Philippe Léotard, Michel Constantin. À la photographie, au passage, on peut le noter aussi, Claude Renoir, donc neveu de Jean Renoir, et donc petit-fils, si je ne me trompe pas, ça va faire petit-fils, si je calcule bien. Oui, je dois bien calculer dans ma tête, d'Auguste Renoir. Voilà, je crois que c'est petit-fils. Chef-op de Jean Renoir lui-même, notamment sur le Tony, partie de campagne, La Grande Illusion. Enfin, sympa quand même. Ah bon. Mais du coup, là, il devait être assez âgé, du coup, en 75. Oui, hein, oui il avait 62 ans. Voilà, ça va. Tout à fait. Donc, belle brochette d'acteurs, une équipe technique quand même particulièrement talentueuse et connue. Pour un film, pour le coup, qui est, encore une fois, assez peu connu. D'ailleurs, je vérifiais hier, il y a une édition qui est sortie il y a peu de temps chez Le Chat qui fume, il me semble, un remaster, il me semble, à corriger dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble qu'il y a une belle édition. C'est ça, c'est Le Chat qui fume, et ça a remis le film un peu en avant, parce que... Tout à fait. Et d'ailleurs, il avait besoin d'un bon petit remaster des familles, quand même, parce que c'est vrai que... Voilà. Moi, je l'avais découvert avant, dans des versions un petit peu dégueu, on va dire ça comme ça. Enfin, pas dégueu, mais très old school. Et là, ça fait du bien de le revoir. Enfin, la puissance des images dans ce film est très, très, très... Enfin, on va en parler. Mais le remaster est effectivement nécessaire, t'as raison, hein, ça redonne un petit peu un coup de fouet à la vigueur. C'est intéressant parce qu'on parlait de l'éducation à l'image chez l'ami Samir Microciné il y a pas longtemps. Là, c'est le genre de film où il faut bien éduquer à l'image, parce que il y a des petits warnings à faire, c'est pas de la joyeuserie et c'est pas à mettre entre toutes les mains comme ça en mode voilà. On est d'accord que on va parler de choses, on va se lancer dans des thématiques
assez dure, assez âpre, Oui. assez violente. Donc voilà, vous êtes prévenus quand même d'avance. On va se lancer dans le dur, si je puis dire. Ça veut pas dire que pour le coup, Les Yeux sur le Visage n'était pas un film dur, mais là, il l'est Ah de bah non, manière oui, non, mais de toute beaucoup façon. plus réaliste, si je puis dire. Quand même, il y a quelque chose où Les Yeux sur le Visage avait ce côté poétique qui permettait une sorte de décalage. Là, on est sur quelque chose de vraiment, encore une fois, très âpre, très dur, qui fait pas beaucoup de détours, qui est très radical. Rapidement, pour peut-être, alors je ne sais pas vraiment où m'arrêter dans la narration, mais juste pour synopsiser la chose de manière très très simple. Donc on suit Hélène, qui est une jeune femme qui vient donc passer des vacances en Normandie. Elle est britannique. Et elle va se retrouver confrontée, donc elle a loué une petite maison, et elle va se retrouver confrontée à un groupe de chasseurs, de notables du coin, de petits bourgeois. Donc on est, je le redis, en Normandie, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. De ce groupe-là, elle va le croiser lors d'une balade, alors qu'eux sont en battus, et elle va se faire agresser par deux des membres d'un groupe. Donc les deux personnages interprétés donc par Philippe Léotard et par Jean-Pierre Mariel, pardon. Alors les frères, attendez que je retrouve leur nom, ce sont les frères qui sont Les frères d'Anville. Les frères d'Anville, tout à fait. Deux Quand personnages on arrive particulièrement d'Anville. abjects. Ah oui, oui, elle aurait peut-être dû changer de trottoir, mais il n'y avait pas de trottoir dans la campagne. Non, mais on peut déjà faire un petit encart là. Le cast de Philippe Léotard et Jean-Pierre Mariel qui ont une gueule, qui ont une gouaille, c'est vraiment du génie. Et c'est du génie de leur part d'avoir accepté un tel rôle. Ça doit pas être facile pour des acteurs et des actrices, surtout pour l'actrice principale, de jouer ce genre de film. Et on y reviendra après parce que c'est là où on voit d'ailleurs à quel point le métier d'acteur, c'est quelque chose, quoi. S'enfermer dans la personnalité de personnes, même parfois très dures, dans des personnages très négatives, hein, disons-le. Hein. Il y a pas grand monde de positif dans ce. Quoique, il y aura peut-être des nuances à faire à un moment. Enfin, les nuances. Oui, on en parlera. tout à fait. On parlera. Mais le film est très ambigu sur plein de trucs, c'est ça qui le rend aussi assez fascinant. Et donc pour le coup, juste voilà pour l'idée, donc elle se fait agresser. On verra un petit peu sur cette agression-là, par ses deux frères. Et au moment justement où l'agression passée, elle part et elle va malheureusement se retrouver en face à face avec l'un de ces deux agresseurs. Et malheureusement, elle va le blesser grièvement, pour rester pour l'instant un petit peu sans spoiler, puisque de toute façon, en tout cas, on spoilera à un moment donné. Elle le blesse grièvement, et donc le groupe de chasseurs va se mettre en tête de la traquer pour pouvoir essayer de passer un marché avec elle, en tous les cas, puisqu'ils ont peut-être plus à se reprocher déjà que ce qui se reproche maintenant tout de suite, puisqu'il y a d'autres choses qui vont ressortir aussi, qui est de l'ordre du secret, en tous les cas, dans cette petite bourgeoisie normande et ce groupe d'hommes. Et pour le coup, ils vont essayer en tous les cas de la traquer pour lui soutirer, si je puis dire, cet accord, qu'elle ne parle pas de ce qui lui est arrivé, et qu'en échange, eux ne parleront pas de ce qui est arrivé lorsqu'elle a grièvement blessé ce personnage-là, et qui est pour le coup laissé à l'agonie, si je puis dire, dans le lieu de l'agression, du drame. Et donc le reste du film est une longue traque, une longue fuite en avant de cette jeune femme qui essaie de se sortir des griffes de ce groupe d'hommes particulièrement abjects en composant, même si tu le disais tout à l'heure, il y a de la nuance à apporter. Alors voilà, je ne sais pas si c'est très clair au niveau du synopsis, mais pour le coup, à partir de maintenant on spoil, hein, c'était juste pour avoir une première partie, mais je vais te demander dans un premier temps, je vais te donner la parole Julien, de nous parler un petit peu de ta première appréciation du film, ta première découverte. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu as découvert en version quelque peu dégradée, si je puis dire, et vieillissante, pour le redécouvrir maintenant dans son joli habit de lumière, si je puis dire ça comme ça, maintenant, après un remaster de haute qualité. Et un petit peu, voilà, qu'est-ce que tu penses du film? On va rester sur quelque chose d'impression un peu globale, comme nous avions fait d'ailleurs dans un premier temps, avant de rentrer sur des thématiques, hein, puisque l'idée c'est que le podcast est scindé en 3 parties. Cette introduction, on va discuter de manière très générale du film, 2 thématiques que je te propose au cours desquelles on va échanger, et puis dans un troisième temps, on s'attardera sur une séquence en particulier avant de conclure. Donc voilà, je te laisse maintenant la parole, mon cher Julien, je ferme ma gueule et je te laisse simplement, je rebondirai ensuite une fois que tu auras un petit peu déclamé ce que tu as à dire déjà de manière très générale sur le film. Paul, mon petit Paul, qu'est-ce que t'as? Touche pas. Oh nom de Dieu. J'ai cru qu'elle... J'ai rien compris. Je vous l'avais dit que ça tournerait mal. Bouge pas. Bouge pas, on va s'occuper de toi et après... Alors là, je te jure que je vais m'occuper d'elle. Non, c'est elle. Il faut la rattraper, sinon elle va parler maintenant. On ne peut plus faire autrement. Pour se défendre. Elle a tiré sur moi, tu comprends? Mais on peut pas te laisser comme ça.
Écoute, c'est pas grave, je te dis. Cours après et proposez-lui un marché. On la boucle et puis... Ah oui. Et puis elle la boucle. Hein? Enfin, vite, donnant, quoi. Aux autres, t'as qu'à dire que c'est un accident. Ouais. Ça finira bien par se savoir. Écoute, s'il accepte, personne saura. Hein? C'est une affaire entre elle et nous. Fais pas le mariole, Chamon, hein? T'es dans le coup. Mais j'ai rien fait. Quoi, t'étais là, non? C'est avec ton fusil qu'il a eu le col, c'est à cause de ta connerie. Croyez-vous, sinon c'est foutu. Écoute, tu vas aller prévenir les autres, hein? Et tu dis bien que c'est un accident et que tu vas chercher l'ambulance et les gendarmes. Les gendarmes? C'est ce que tu leur feras croire. Après, tu iras te planquer dans la carrière à Legrand et tu ne bouges pas. Jusqu'à ce que je vienne te dire que c'est arrangé avec la fille. Et Paul? Allez. Vas-y, démerde-toi. Déconne pas, Chamon. Je tiens pas en plus à aller en tôle. Eh ben, la première fois que je l'ai vu, alors, c'était un choc, hein, parce que bon, on m'en avait parlé. Ah, La Traque, attention, c'est un film français un peu différent de l'époque. C'est clairement du cinéma anti-giscardien, d'ailleurs, parce qu'en off, on parlait du cinéma giscardien. Alors, c'est pas l'équivalent du cinéma réganien américain, mais bon. Et ce fut un choc. Déjà, c'est bizarre parce que avec tout le casting est exceptionnel. Le casting est exceptionnel. C'est bon, Jean-Luc Bidault, Léotard Mariel, puis même les seconds couteaux quelque part, hein, Paul Crochet, Michel Robin, Michel Constantin qui a un rôle, Michael Lonsdale, voilà, plein de choses, hein, britannico-français, je crois, le monsieur. Je suis ressorti de là, c'est terrifiant. C'est comment on peut arriver à dépeindre aussi, de façon quasi naturaliste, hein, d'ailleurs, les plus bas instincts humains, réduits à l'animal d'ailleurs, parce que nous avons ici une bande d'animaux, les hommes, qui traitent une femme comme une animal, puisqu'ils la chassent. Voilà, ils laissent tomber le cochon à un moment, enfin le sanglier et tout, et ils la traquent elle. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui traquent une femme en la prenant pour une animal, quoi, plus ou moins. Après, il y a des jeux de malentendus, tout ça, mais la finalité, elle est glaçante. On parlait à part de la finalité. Oui. Elle est d'une violence dans on pourrait, ça n'a rien à voir sur le style et la façon de montrer le propos, mais on peut faire un parallèle avec le même d'Alex Garland, dans le sens où tous les hommes, quoi, potentiellement, ce qui plairait pas à certaines personnes, mais tant pis pour vous, j'ai envie de dire, ça montre que dans les bas instincts, les hommes ensemble, en plus il y a l'idée de on est ensemble, sont capables par solidarité malsaine et macabre d'aller au bout d'une idée, mais déshumaine absolue, quoi. Parce que c'est un film où on descend dans les enfers de l'inhumanité, quoi. Et c'est ça qui est brillant, c'est que le film tient ça sans rentrer dans le pathos, dans le surplus de trucs, tu vois, où on va jouer sur l'agonie et tout. C'est vraiment, c'est presque clinique dans la progression sordide du truc. Et tu sais très vite, le premier visionnage, je sentais très vite, parce qu'on est dans la zone spoiler, là, on peut oui, aller, tout à fait, hein. tout à fait. Elle est très vite qu'elle allait pas s'en sortir. Mais la façon dont elle ne se sort pas est encore plus terrible qu'on pourrait l'imaginer, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en même temps, l'acte le plus horrible, elle le subit très tôt, très vite. Voilà, parce qu'elle subit un viol, hein. La façon dont il est filmé, on en parlera après, parce que c'est très intelligent de le filmer comme ça. Voilà, il y a pas de, enfin, on en parlera après. Parce que le rapport à l'image sur des scènes comme ça, c'est très difficile et du coup, on peut aisément tomber dans des pièges voyeuristes et tout. Là, le film, au contraire, s'y refuse. Au contraire, on voit l'horreur parce que là, on est vraiment dans l'horreur. C'est l'horreur du réel, quoi. L'horreur d'une réalité. L'horreur d'une réalité que malheureusement encore beaucoup de femmes de nos jours subissent. Donc, ce film est aussi à but éducatif. Il a été fait il y a 50 ans. Il a fait les 50 ans le 14 mai. Alors, je sais pas si tu verrais à ça le 14 mai, mais on enregistre le 2. Mais il fête ses 50 ans là. Et c'est terriblement actuel pour plein de choses. Vous allez encore dans la campagne de certains riches propriétaires d'aujourd'hui, vous pouvez avoir des attitudes comme ça. Alors évidemment, on est plus proche, il y a d'autres, c'est un autre temps, mais dans certaines combines et dans certaines réactions, je suis sûr qu'on retrouverait de ça encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le film, il se documente, on sent que ça a été fait en connaissance de cause. On peut citer le scénariste qui s'appelle André-Georges Brudelin. Je pense qu'il a beaucoup bossé son sujet. Voilà, peut-être qu'il vient aussi, qu'il a vécu dans ce genre de truc et qu'il a voulu dénoncer des trucs dont il a été témoin et tout. C'est-à-dire que ce qu'on voit là,
il y a rien de surnaturel. Voilà, il y a rien de surnaturel. Et on est dans l'horreur directe et en plus, bon, bah, c'est lié à la chasse, à la masculinité toxique et tout. Elle est là. Et c'est même pas la vieille France. En fait, c'est une certaine France. Et je pense qu'on peut encore la retrouver de nos jours. Voilà. Donc, c'est un rappel à l'ordre. Et évidemment, il y a plein de contrastes dans le film. Elle vient là pour se poser dans le silence, dans la solitude, la contemplation. Limite, elle est là, hein, au début. Et ce qu'elle va subir après. Et après, on part sur potentiellement du rape and revenge aussi, et il y a plein de choses intéressantes. Et je pense que c'est un film. Alors, je sais pas s'il a été. C'est une question que je pose comme ça. Je sais pas s'il a été vu par certains cinéastes étrangers, notamment américains, mais tu sens que ça aurait pu inspirer. Ça a peut-être inspiré d'autres cinémas aussi. Je ne sais pas. Pas beaucoup de cinéma français, je pense. Des films français comme ça, j'en ai pas un deuxième en tête. Hein. Alors, on pourrait penser à Gaspard Noé plus récemment pour. Peut-être pour Irréversible, mais c'est très différent quand même. Tu vois ce que je veux dire, hein. C'est très différent, mais dans l'idée du sordide du réel, etc., suite à des actes affreux. Mais c'est vrai que c'est un film qui est totalement à part dans le paysage cinématographique, du moins de cette époque. Et c'est pour ça que c'est un film, j'ai envie de dire, précieux, parce qu'il en dit long, mais vous ressortez pas de là indemne, clairement. Et c'est pour ça que Âme sensible s'abstenir, j'ai envie de dire, ce film peut être encore plus violemment perçu que je sais pas, des films gore, etc. Hein, peut-être. Parce que le film, effectivement, tu le dis, il est pas très graphique en termes de sang. J'entends, tu vois, c'est un film qui est peu sanglant. En fait, même la blessure du personnage de Philippe Letard qui est blessé, en fait, c'est quelque chose qui importe assez peu. On la voit très peu. Il y a quasiment pas une goutte de sang dans le film. T'as raison. Il y a un côté très doc, hein, pour rebondir ce que tu disais. Je trouve que pour le coup, il y a aucune musique extra-diégétique à part le dernier plan. Qui est l'enterrement et puis le générique, mais à part ça, c'est juste la nature qui est en fond. On est plongé dans cette nature qui est vraiment terrifiante, parce qu'il y a ce côté de nature complètement dévoyée, sorte de jardin d'Éden, mais qui est perverti par l'homme à l'intérieur, et par l'homme au sens là pour le coup pas l'homme avec un grand H, mais l'homme avec un petit H. C'est vraiment terrifiant. Il y a un truc de te confronter, de te foutre la tête, vraiment de la plonger dans la merde, si je puis dire ça comme ça, parce que c'est vraiment ce truc-là, avec une sorte de justesse qui est ahurissante. On reviendra sur la séquence dont on va parler, qui est la séquence de l'agression. Mais moi, effectivement, je trouve qu'il y a un truc qui, je trouve, dans les années 70, c'est quand même très, très fort, en fait. Alors, c'est écrit par un homme et réalisé par un homme. Il y a cette manière, je trouve, de se décentraliser de sa condition d'homme pour parvenir à vraiment nous plonger dans le point de vue de cette jeune femme. Je trouve que c'est ahurissant, et je trouve que, par exemple, la séquence, notamment du viol, sur laquelle on reviendra, a une manière, en termes de mise en scène, de ne jamais effectivement être dans du voyeurisme, dans quelque chose qui serait de l'ordre qu'on se trouve malheureusement dans certains Rape and Revenge. C'est pour ça que le genre est globalement assez problématique. Ça veut dire qu'il y a des films intéressants dans Rape and Revenge parfois, mais il y a ce truc-là, moi j'avais rarement vu dans cette manière de te plonger de ce point de vue-là, dans le point de vue de la victime, sans qu'à aucun moment la séquence soit putassière ou encore voyeuriste, ou qu'elle se complaise. Il n'y a pas de complaisance dans le film à aucun moment, et ça, je trouve ça ahurissant. Et puis il y avait un dernier truc sur lequel je voulais rebondir quand tu parlais justement des liens avec du film français. Mais en fait, en revoyant le film, je me suis dit que je trouve énormément. Alors peut-être parce qu'il y a le lien avec. Alors c'est vrai que tu dis Michel Lonsdale ou Michael Lonsdale. Je sais jamais comment le dire si on lit, parce que je sais que pour le coup dans le film il est écrit Michel Lonsdale au truc, et quand on le retrouve sur Wikipédia, c'est Michael Lonsdale. C'est assez marrant de faire la distinction. Mais pourquoi je parle de ça? Je ne sais plus. Oui, pour La mariée était en noir de Truffaut. Il y a un truc que je retrouve un petit peu là-dedans, sur ces personnages qui sont l'incarnation de la masculinité toxique, tu sais, qui, pour revenir à La mariée est en noir, avec ces mecs-là qui sont en train de faire une partie de cartes, il me semble, dans leur bâtiment, et qui s'amusent avec ce fusil. Et il y a le mariage du personnage de Jeanne Moreau avec son homme juste en face, qui se passe dans l'église, et eux vont s'amuser à viser avec un flingue, et ils vont tuer, avec un fusil, ils vont tuer en fait le mari, pour le coup, de Jeanne Moreau, qui va susciter ensuite son désir de vengeance. Et il y a un des personnages, donc un de ces mecs vraiment qui sont des incarnations d'une sorte de patriarcat toxique, l'acteur qui est Michel Lonsdale, qui joue un de ces personnages-là, et qui joue quasiment le même personnage, qui est un personnage extrêmement lâche, veule, qui a du pouvoir, et qui a du pouvoir. Tout je crois que dans le Truffaut, c'est une sorte d'industriel qui avait quand même du poids. Et là, c'est le riche propriétaire terrestre du coin, terrien du coin, terrestre aussi, mais terrien, dans le sens où c'est lui qui tire les ficelles. Et d'ailleurs, il y a
on en parlera peut-être après, mais il y a une grande écriture de chaque personnage masculin. C'est-à-dire qu'ils sont tous caractérisés et en peu de choses. Et on voit son ennemi, c'est une sorte, il y a un qui est très ambitieux, qui va à un mandat électif, c'est le gendre d'un sénateur et tout, joué par Jean-Luc Bideau. Et il couche avec sa femme. Voilà. Et à un moment, il retourne le pouvoir vers la fin du film. Il en fait sa chose. Enfin, il a le riche propriétaire terrien à sa botte en mode, non, tu vas me suivre parce qu'il a mal. Il veut se dévoyer, il veut se dévoyer, il veut se défiler plutôt, hein, Michael Lonsdale. Et Jean-Luc Bideau, il dit, non, tu resteras jusqu'au bout. Maintenant, je t'ai à ma botte, là. C'est ce que t'as voulu, voilà. Donc on y va jusqu'au bout. C'est ça. Et tu sais pas encore que je me tape ta femme, hein. Mais bon, ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le film, au-delà de l'arrivée du personnage de Milsey Farner avec ce train et tout. Tiens, c'est marrant parce qu'on prend un petit peu le truc du train et peut-être pas, on fera des petits parallèles derrière avec un autre pays où le train est très important. Et c'est le seul personnage masculin là, parmi les dégueulasses que l'on voit un peu plus doux et avec une femme parce que il a sa maîtresse et c'est lui qui va être le moins toxique. Quand bien même, finalement, il ne fait rien. C'est lui qui va essayer de faire le médiateur à un moment. C'est-à-dire que finalement, c'est son ambition qui va prendre le dessus. Hein, malgré tout. Il y a ce côté, en fait, comme tu le dis très bien, tous les mecs sont très bien caractérisés et je trouve que tous ces personnages, finalement, représentent différentes facettes de la masculinité toxique. Le lâche, celui, effectivement, qui va se poser comme une sorte de chevalier blanc, mais qui, finalement, au bout d'un moment, en fait, ne fait rien non plus. Il y a effectivement les deux violeurs, notamment le personnage de Jean-Pierre Mariel. Il y a presque celui qui est blessé. Ils sont super bien introduits parce que les deux c'est des ferrailleurs et tout. La fois où on les introduit, ils sont en voiture derrière et ils tamponnent comme ça, pour s'amuser. Limite, ils sont complètement timbrés. Hein. Mais c'est juste pour s'amuser. Et la personnage, elle est là, elle aide dedans. Elle se dit mais c'est qui c'est fou. On a l'impression de rentrer dans un autre monde. En gros, on apprend qu'ils font ça parce que en plus ils sont concessionnaires ferrailleurs et tout. Enfin, ils sont ferrailleurs. En gros, après ils vont pouvoir faire cracher leurs potes pour qu'ils réparent les conneries qu'ils font. Enfin, c'est un délire absolu. Et on voit que c'est deux frangins problématiques. Ils arrivent là, c'est déjà c'est comme des mouches à merde, quoi. Hein. Et dès leur introduction, on comprend que avec eux, le verre est plus que dans le fruit. Puis t'en as un qui est un ancien alcoolique, qui évidemment va reboire. T'en as un qui a fait la guerre d'Algérie. À un moment, il a un mot très très dur envers les félagas. En gros, il a été dans la torture et tout, mais c'est dans le non-dit, mais on comprend de quel côté il était. Et puis on a l'autre là, le très lâche, oui, qui va être témoin du viol et qui va rien faire et qui est en mode arrêtez, c'est pas bien, mais il fait rien. Hein. T'as un braconnier qui traîne aussi, t'as le garde-chasse là. Enfin bon, c'est vraiment c'est super bien écrit à ce niveau-là. Puis c'est pas écrit avec des grosses pattes, avec des gros dialogues et tout. C'est justement très subtilement amené avec des scènes qui vont avec et la mise en scène qui accompagne. Donc là-dessus, c'est très très bien. Et puis là, c'est vrai que tu y crois à ces personnages-là, en fait. À aucun moment, effectivement, comme tu dis, on n'est pas sur des clichés vraiment de perso qui fait que tu n'y crois pas parce que tu les sens d'emblée comme étant simplement des personnages qui ont été écrits comme quasiment des fonctions. Là, c'est des personnages qui ont vraiment du corps et auxquels tu crois, en fait. À aucun moment, ils sont ridicules dans leur manière d'être écrits parce qu'on sent que c'est fait vraiment à la rentre, vraiment, voilà, au forceps, vraiment, ils sont intégrés. Non, pas du tout. C'est parfaitement, ils sont justes, ils sont crédibles, en fait, tout du long. Malgré le fait, encore une fois, que tu peux symboliquement, effectivement, raccorder plein de choses. Je trouve que le limier, par exemple, il y a le personnage du limier, il y a cette manière on lui demande d'ailleurs pourquoi, je ne sais plus si c'est le personnage de Jean-Pierre Mariel qui lui demande, je crois que c'est lui qui lui demande, mais pourquoi tu vas jusqu'au bout, pourquoi tu nous suis? Finalement, il n'a même pas été témoin, lui était éloigné à ce moment-là, et il le fait, mais si tu avais fait, alors je ne sais plus comment il lui dit exactement, mais si tu avais été dans l'armée, en gros, comme moi, tu aurais fait la même chose, tu suivrais. Tu suis le truc, c'est une sorte. Et après cette confraternité hyper morbide et un peu qui est un peu dégueulasse. C'est une communauté, c'est une consanguinité masculine toxique en fait. C'est-à-dire qu'ils sont tous mecs et ils sont tous solidaires dans leur jeu de pouvoir, dans leur jeu de relations, ils ont leur petit terrain, ils ont leur petite influence sur l'un sur l'autre et ils sont tous dans le. Et le pire, c'est qu'ils traiteraient presque limite. Alors, c'est pas une des thématiques du film, mais le fait qu'elle soit étrangère, que ce soit une femme et tout, ça fait d'elle une possession de facto de ces hommes qui sont sur leur terre. Et c'est vrai que là, il y a un discours aussi qui est très. On voit la toxicité conservatrice du coin.
Et c'est vrai que c'est un film de communauté malade aussi. Hein. C'est malade, presque en 2 mots si tu veux. Et c'est flippant parce que c'est les notables du coin. Ouais. C'est des gens qui ont une importance, voilà, parce que les voitures, ferrailleurs, concessionnaires automobiles, la chasse, celui qui veut devenir sénateur ou je sais pas quoi, l'autre qui possède toutes les terres. Et le pire, c'est que ça va avoir des échos à la fin, parce que les terres possédées vont faire que ils vont pouvoir même planquer. maîtriser jusqu'au bout la victime, y compris au-delà de la mort, hein. Ce qui est quand même c'est une horreur. C'est-à-dire c'est limite, elle meurt 3 fois dans le film, le personnage d'Hélène. Par le viol, par la mort en tant que telle, et après par l'oubli. Ouais, tout à fait. Et ce qui est terrifiant, tu disais ce truc-là aussi, moi, tu parlais de la séquence de la voiture, en fait, je trouve que, en fait, tout ce qui précède le viol, tout ce qui va y mener, en fait, il y a une manière de travailler une sorte de crescendo, en fait, dans la manière de subir d'abord dans un premier temps des micro-agressions, en fait. C'est-à-dire qu'au début, on a vraiment toute une agression où elle est continuellement bloquée dans le cadre. Dès lors, en fait, il y a la séquence de la voiture, effectivement, que tu poses, qui est forte et qui est vraiment littéralement un concours de beats, hein, parce que il y a aussi ce truc-là où chaque objet qui leur appartiennent sont des symboles fake, sans faire ça trop grossièrement, mais c'est littéralement ça. Bon, le fusil, effectivement, de repassage, le personnage Jean Bido reçoit d'ailleurs le fusil, son cadeau que lui offre sa maîtresse, et donc la femme du personnage de Michel Lonza. Il y a tous ces trucs-là, et donc il y a ce truc vraiment du symbole phallique qui est très très vite poussé, et il y a, sans que ce soit ridicule à aucun moment, hein, c'est vraiment c'est passé de manière encore une fois très subtile, et il y a toute cette partie-là, ce crescendo où encore une fois le personnage d'Hélène est continuellement contrainte dans le cadre par ces personnages-là qui l'entourent, principalement le personnage de Philippe Léotard et celui de Marielle, en fait. Dans leur première rencontre, il y a les voitures, elle se retrouve bloquée quasiment contre une voiture, eux sont devant elle, à lui faire subir tout un tas de propos ayant trait de la validation physique continuellement, en jouant les séducteurs. Même quand elle est sortie du cadre. Oui. La caméra se rapproche en même temps quand elle est cernée. Et puis l'histoire de la voiture avant, limite la voiture qui pénètre dans l'arrière de la voiture de devant, c'est une forme de pré-viol de toute façon. Ouais, tout à fait. Concours de beat et non mais c'est ça, ça paraît naturel. On est dans un symbolisme clair, mais ça rentrerait dans des conneries qu'en effet certains hommes pourraient faire là, en mode pour se la mesurer, quoi. Et du coup, il y a une femme en plus, et là, elle va être le jeu pour eux. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle devient le jouet, tu vois. Et après, il y a la traque. C'est-à-dire que limite, il laisse tomber la partie. Oh, la partie de chasse, elle est foutue. Bon, on va quand même la traquer, quoi. Et le pire, c'est qu'il y a du vocabulaire et des techniques de chasse, alors que c'est elle la proie. Je trouve ça, le pire, c'est qu'ils continuent leur partie de chasse, quoi. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir doublement, dans l'idée, enfin, ils prennent pas plaisir dans l'idée, ils sont emmerdés parce qu'elle est là, elle va peut-être les dénoncer et tout, mais ils prennent un autre plaisir finalement à la traquer, quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est que toute la première partie du film, et le film prend beaucoup son temps, et c'est vrai que toute la première partie du film, on a quand même cette traque du sanglier qui prend beaucoup de temps pour te montrer justement le versant avec la jeune femme qui ensuite est la proie, et c'est super intéressant de te montrer les techniques de chasse qu'ils appliquent sur le sanglier, avec cette idée effectivement au début de jouer avec, parce qu'ils jouent avec le sanglier dans un premier temps. Ils font des paris autour du sanglier, qui est-ce qui va l'attraper. Ils essaient de se baiser les uns les autres en disant tiens, est-ce que tu peux pas me rabattre le sanglier par là-bas pour que ce soit moi qui demande ça au garde-chasse un peu du coin, je sais plus comment s'appelle ce personnage-là. Et ils essaient de tricher pour essayer de savoir les uns les autres. Et il y a un jeu, et jusqu'à l'abattage effectivement à la fin, et donc ces deux parties-là font vraiment écho l'une à l'autre. Et de toute façon, effectivement, le personnage d'Hélène est littéralement en fait mise en parallèle du personnage qui est un personnage à part entière, du sanglier aussi en fait, et de sa mise à mort extrêmement brutale aussi, qui est d'ailleurs mise hors champ aussi. C'est vraiment intéressant en fait, toute la manière dont le film est construit vraiment, et où finalement la partie de la traque n'intervient vraiment que dans une dernière partie de film où c'est vraiment, on prend le temps. Il y a vraiment quelque chose où c'est un film qui ne brosse pas dans le sens du poil, qui est pas justement, qui va à l'encontre de toute envie de créer du fun, du divertissement, parce qu'on dans un survival, parce qu'il y a quand même une structure de survival, il y a quand même ce côté aventureux, mais si c'est un anti-survival en réalité, c'est un film qui est anti-divertissement, qui ne passe jamais par ces trucs-là, ce qui amènerait, tu l'as dit justement, à quelque chose qui serait putassier, qui serait voyeuriste, qui serait vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre de la complaisance. Jamais le film ne le fait. Rien, il y a rien. Là, même le moment justement où on pourrait, nous spectateurs, avoir quelque chose de cathartique quand elle balance un coup de fusil dans le bide du personnage de Philippe Léotard, ce qui pourrait apporter une forme
de satisfaction et de jouissance de la part du spectateur qui est pleinement de son côté à elle, et ben c'est pas fun non plus en fait. Il y a rien, encore une fois, il y a rien qui est satisfaisant. Tout est dégueulasse, tout est sombre et il n'y a jamais de lumière au bout du tunnel. Il y a littéralement une séquence dans un tunnel qui est aussi extrêmement intéressante. Incroyable. Et j'ai pensé quand j'ai vu ça, bah, du coup, tiens, on parlait je parlais de Men de Alex Garland tout à l'heure. C'est à se demander si Alex Garland n'a peut-être pas vu le film d'une façon ou d'une autre ou inconsciemment ça l'a marqué. Bon, évidemment, des scènes comme ça, on pense à Memories of Murder aussi. Il y a plein de petits trucs. Alors, c'est probablement pas le premier film qui utilise le tunnel comme ça, mais c'est un plan. Oui, c'est vrai qu'elle entre se réfugier là-dedans. Limite, littéralement dans l'antichambre de l'enfer pour fuir l'enfer à l'extérieur. Tous les codes sont retournés. La nature devrait être la liberté. Elle va dans le tunnel pour se libérer. Et le pire, c'est qu'elle arrive à sortir et tout. Après, il y a tout ce jeu sur la route et tout. Et c'est vrai qu'il y a un travail. Et on s'ennuie. Enfin, j'allais dire, on s'ennuie jamais. C'est terrible. On est toujours sur tension, en fait. La tension, elle est perpétuelle. Voilà, c'est des porcs qui chassent le sanglier et qui après deviennent les porcs qui ont agressé une femme et qui la traquent, quoi. Ouais, ça c'est tout est inversé en fait, effectivement. Même l'eau qui pourrait paraître une libération et quelque chose qui permet à l'héroïne de se laver aussi, c'est littéralement ce qui va devenir son tombeau aussi. Enfin, il y a un renversement continuel des thèmes, des tropes, des codes, etc. Tout est renversé. Et c'est ce qui fait que le film, effectivement, tu as raison, est redoutable en fait. C'est encore une fois, jamais il n'est divertissant, mais tu es toujours vraiment viscéralement impliqué dedans. Quand même, le film, dans une certaine mesure, tu le disais tout à l'heure, a quelque chose de très clinique, de très froid. Il y a quelque chose qui t'implique viscéralement et c'est assez dingue pour... je trouve qu'il y a très peu de films, très peu de survival qui arrivent à faire ça. Mais on y revient tout à l'heure sur la question du survival parce que j'avais une des thématiques que je voulais te poser. Alors, je sais pas si vous voulez rajouter des petites choses maintenant ou si je te propose justement les deux thématiques sur lesquelles on va pouvoir échanger. De toute façon, on va rebondir après avec les thématiques. Ça va faire du ping-pong. Alors, comment ça va les voyous? Oh, c'est la super forme aujourd'hui, David. Paul et moi, on prend tous les paris, hein, Paul? Affirmatif. Eh ben, nous allons voir ça. Occupe-toi des clébards, mon roi. On peut manger quelque chose. Alors, comment ça va, Roland? Fernand. Merci. Ah oui, jambon. Alors, tu l'as fait bon, Fernand. Alors, messieurs, un peu de tenue, oh. Laissez donc, monsieur Sutter. En v'là deux qu'en disent plus qu'ils n'en font. C'est pas comme d'autres. C'est ça le meilleur. Voyez-moi laisser dire ça, monsieur Sutter. Occupe-toi du vin, mon roi, tu veux? Pour le vin, mon roi, mon Dieu. Mon roi, à boire. Ah bah, manger du petit Jésus le matin, ça donne de l'appétit, hein, la terre? Ne blasphémez pas d'envie, je vous en prie. Merde, tu as qu'une allure. Ça, c'est fin. Boirez bien un petit coup, hein? Là. Allez, tu vas faire. Toi, tu fais la gueule, mon roi. Mais je fais pour la gueule, monsieur Danville. Prends ça, Fernande. Je pensais vous trouver ici. J'ai téléphoné chez vous hier soir et Jeanne m'a dit que vous passeriez la nuit chez mon roi. Bah oui, c'était mon intention. Bon, vous savez, j'ai changé d'avis. En cours de route? Alors là... Vous voulez de la soupe, monsieur Mansart? Oui, avec beaucoup de choux, madame le lion. Du chou, ça va te faire pisser, bon ça. Moi, je serais avec une nana comme celle avec qui on vient de le voir. Je ne fais pas du chou. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de nana? De quelle nana s'agit-il? Ah non, messieurs, je réclame votre discrétion. Moi, j'appelais... C'est pas une anglaise? Ah. Qui dirait quand on la baise. Parce qu'on a commencé à parler de ça, alors j'ai intitulé ça de manière vraiment pas très très maligne parce que finalement c'est des jeux de mots qui ont été faits. Tu parles de Men de Alex Garland, c'est quelque chose qui a été surusité dans les critiques, dans les papiers que j'ai pu lire, ce jeu de mots là sur le mal, je l'ai vu absolument partout. Donc je suis absolument pas original dans ce que je vais dire. Je crois que même ma vidéo sur Men, je l'avais intitulée grossièrement comme ça, c'est honteux. Alors j'ai intitulé cette première thématique les racines du mal. Je veux dire mal, voilà, tu vois l'idée de pour nos auditeurs. Ce sera indiqué de façon, mais pour ceux qui écoutent sur les plateformes de podcast, les racines du mal, avec notre accent circonflexe sur A et un E à la fin. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire autour un petit peu de ce truc-là, de cet élément-là, de cette thématique-là? Qu'est-ce que ça t'inspire? Et je rebondirai par la suite. Ben là, on rentre dans la part sociale du film. D'ailleurs, la part presque chabrolesque de ce film, c'est-à-dire que là, on a le mal enraciné localement, sorte de la bourgeoisie rurale notable locale, qui tire tellement toutes les ficelles qu'ils vivent dans un entre-eux, ce qui renverra peut-être d'ailleurs à l'autre thématique après. C'est cette communauté-là qui
En plus, la plupart peuvent pas vraiment se blairer entre eux. On sent les faux semblants, etc. Il y a que la partie de chasse où ils sont contents de faire leur petit truc, à traquer l'animal, où il y a une sorte de cohésion et de solidarité qui se met en place. Mais on sent qu'ils ont tous quelque chose l'un contre l'autre. Et c'est vrai que le mal est partout. Évidemment, localement. C'est-à-dire que les femmes sont totalement invisibilisées. Évidemment, une partie de chasse, les femmes. Il y en a une au début, la maîtresse. Qui paradoxalement enracine du mal avec le fusil offert, comme quoi elle est probablement contaminée elle aussi d'une façon indirecte. Et ce qui est incroyable, c'est que il y a toutes les racines du mal masculin. On en parlait presque avant, dans le sens il y a l'ancien militaire qui visiblement a été du très mauvais côté de la barrière, la façon dont il parle donc des indépendantistes algériens, grosso modo. Il utilise un terme très péjoratif voilà. Il y a donc celui qui était alcoolique, qui est plus ou moins croyant, mais on sent que il suffit juste d'un truc pour qu'il retombe dedans. C'est un personnage très pathétique, d'ailleurs. Très pathétique. Oui. Alors, toi, t'as des notaires, t'as des assureurs, enfin, c'est des métiers comme ça. Voilà, on sent que c'est très important localement. Le concessionnaire automobile et le ferrailleur, ça va de pair, tout ça. Il y en a un, je crois que c'est le garde-chasse, si je me trompe pas, où on apprend qu'il a fait plus ou moins de la prison parce qu'il aurait probablement été pédophile, parce que c'est clairement tout ça, et qu'il a été sauvé par le riche propriétaire qui a dû jouer de ses influences. Et ça fait une joyeuse bande de connards quand même, ça, disons-le. Et on est même pas. Évidemment, on pourrait imaginer que ce soit un peu caricatural quand il y en a un qui s'en est pris à une jeune fille, visiblement. Oh, mais je savais pas, qui dit. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est la femme de l'auberge là qui lui dit ça. Oui, parce qu'il y a cette troisième femme effectivement. Il y a Hélène, il y a la maîtresse du personnage de Jean-Luc Bidault, et il y a effectivement cette femme chez qui, parce qu'il y a toute une séquence de bouffe aussi au début où elle sert les hommes allègrement. On sent qu'elle a pas le choix, quoi, tu vois. Alors qu'elle se fait tâter de partout en plus, elle se fait tâter par les mecs qui arrivent, qui lui font des bisous, qui et je me demande même si c'est pas je sais pas si c'est pas la compagne de l'un d'entre eux en plus, qui serait, je me demande, je pose la question, mais peut-être. Et le pire, c'est que du coup, elle en a gros sur la patate, et quand elle se retrouve en privé, elle lui dit alors, et toi, bon, on sent que voilà. Et c'est vrai que c'est ce monde d'hommes là qui se retrouvent entre eux et qui ont cette solidarité sordide. Alors évidemment, ils ont leurs oppositions, leurs jeux de pouvoir et leurs ambitions. Et alors dès qu'ils peuvent se mettre ensemble sur la connerie qui a été faite par l'un d'entre eux, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Enfin, ils pourraient. Le pire, c'est que ça tente ces nuances là qui au final sont dégoupillées avec le personnage de Jean-Luc Bidault qui vient faire l'intermédiaire. Entre celui qui est là, le troisième là-haut, il dit « Ah, mais c'est pas bien, les gars », mais qui laisse faire. Et t'as aussi le personnage, l'autre, là, enfin, t'en as un autre qui est plus ou moins ambigu, là, et tout. Mais au final, oh ben non, on est tous ensemble, Et puis bon, si elle part, là, elle va tous nous accuser. Oh là là, on sent qu'ils ont pas la conscience tranquille, alors qu'au final, c'est que c'est les deux frangins, qui auraient été accusés au final, Ils risquaient rien, eux, sur le papier. Ils sont un peu cons, en fait. En fait, c'est un peu bête aussi. Ils sont en plus d'être, ça réfléchit pas 2 minutes, quoi. Et ouais, alors là, c'est les racines, quoi. Il manque que le maire de la ville, quoi. Enfin, du village. Totalement. Ce que pourrait devenir, ou en tous les cas, le statut politique auquel, en tous les cas, le personnage de Jean-Luc Bidault prétend, en tous les cas. Donc, il y a ce truc-là, sur les jeux de pouvoir. C'est effectivement intéressant parce qu'en fait, le film ne fait pas juste un travail de jeu de pouvoir qui serait pour le coup le lien entre les hommes et la femme pour le coup, qui est évident effectivement, qui est montré tout le temps. Comme ça, c'est vrai que je pense que la séquence du repas, elle est hyper intéressante aussi parce qu'elle est longue, en plus elle prend beaucoup son temps. Ça te permet, elle est très intelligemment écrite, elle est très intelligemment mise en scène pour qu'on voit un petit peu qui sont les groupes, comment on peut les retrouver. Parce qu'il y a ce gros groupe d'hommes, mais à l'intérieur de ça, il y a des petites cellules qui vont se rapprocher les uns avec les autres, qui ont des éléments un peu plus, une relation un peu plus proche, presque amicale, mais en même temps pas vraiment, qui, pour le coup, il y a beaucoup plus d'inimitié dans certains groupes. Les deux frères, on sent au début, ils parlent derrière leur dos quand même. Il y en a deux qui les aiment pas trop et qui savent pas ce qu'ils trop s'y foutent là. Et toutes ces dynamiques de pouvoir, en fait, elles se jouent absolument partout. C'est-à-dire qu'il arrive de manière très intelligente, sans forcément que il y a de la porosité, mais sans que ça se mélange totalement, à montrer qu'il y a des dynamiques de pouvoir qui sont très vraiment à la question du sexe en tant que tel des femmes et les hommes,
Et en même temps, il y a cette dynamique de pouvoir à l'intérieur de soi qui sont plutôt des dynamiques de pouvoir sociales vraiment entre les hommes qui se jouent. Et ça, en fait, c'est hyper bien. Il n'y a pas de lien avec Carpenter vraiment, mais tu vois, quand je revoyais hier, je me dis, quand je vois par exemple The Thing de Carpenter, il y a cette manière de croquer des personnages en très peu de temps. Et on sait, malgré le nombre impressionnant de personnages, tu sais qui est qui à chaque fois. Et là, je trouve qu'il y a cette perfection-là de les croquer, tous à travers finalement leurs vices, parce que c'est des personnages qui sont tous, comme tu l'as dit, ils sont tous pourris déjà en fait à la base. Il n'y en a aucun pour attraper l'autre. Et effectivement, exception faite du personnage de Jean-Luc Bideau, qui est un peu plus nuancé en tous les cas au début, sur lequel on a peut-être un petit peu d'espoir en tant que spectateur. On attend. Moi, en le revoyant, je me dis, j'ai tendance à m'accrocher, à me raccrocher un peu à ce personnage. On dit, effectivement, celui-là, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut encore sauver dans les hommes. Peut-être qu'il y a quelque chose à sauver. Et au final, mais de manière il le fait de manière très pernicieuse et très lente pour que toi aussi, t'aies, en tant que spectateur, une sorte de désespoir progressif qui serait non. En fait, quand il se retourne, parce qu'il retourne sa veste, mais de manière beaucoup plus viscérale que les autres, parce qu'effectivement, il y a un moment donné où il va rester avec elle, elle est cachée dans une sorte de petite bâtisse abandonnée, il va discuter avec elle, et on se dit, il y a peut-être encore une chance. Peut-être. Et je pense qu'en même temps, il n'y a jamais eu aucune chance qu'on s'en sorte. Je pense que dès le début, tu sais qu'il n'y a rien, mais je pense que tu as encore peut-être cette envie de voir que peut-être, tu as ce désir que peut-être ça pourrait, mais non. Il casse ça très très vite en montrant que ce personnage-là, finalement, encore une fois, alors qu'il joue ce côté, il veut paraître chevalier blanc, peut-être à ses yeux, à ses propres yeux de lui-même, tout soudainement se dire j'ai envie quand même de paraître comme ça, et ben finalement non, c'est une énorme merde comme tous les autres, et rien ne peut le rattraper. Et il fait ça. Tu sens qu'il fait ça parce que il veut devenir ce politicien ambitieux, ou peut-être qu'il a été, enfin, il se sent plus ou moins adouci indirectement par sa maîtresse, donc ce serait peut-être plus cette caution-là, mais que arriver au bout en mode, on va taire l'affaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a aucune vraie once d'humanité réelle derrière, puisque l'ambition avant tout. Et c'est terrible de les voir tous dans cette ambition-là, quoi. Il y en a qui ont même pas l'ambition. Clairement, le garde-chasse et le militaire, ils sont là pour chasser, quoi. À un moment, ils sont contents d'être là. Ah oui, on va la chasser, hein, genre, en mode, voilà, quoi. Limite, on sent qu'il pourrait, d'ailleurs, il y en a un qui tire de loin, mais c'est pas celui qu'on croit. Je sais pas si c'est pas l'assureur. C'est l'assureur pour le coup, donc celui qui est le tout petit mec chauve avec des lunettes, qui est vraiment celui qui était plus ou moins témoin de la scène du viol, alors qu'il ne dit rien, qui va à l'extérieur d'ailleurs, il sort parce que le viol, on en repassera, mais se passe dans une sorte de bâtisse un peu abandonnée où elle est enfermée vraiment littéralement de toutes parts. Dans le foin. Dans le foin, t'as une sorte, mais on en parlera de la scène du viol. Et lui, littéralement, il sort en fait, c'est-à-dire que l'aveuglement jusqu'à ce point-là, il va partir. Ok, je vous laisse faire. J'accepte la situation. Et c'est horrible. Faiblesse absolue. Et même quand il tire, en fait, il assume même pas le fait de tirer, puisqu'il va tirer. C'est la seule balle qui va être tirée sur elle, finalement, où elle va être blessée à l'épaule, il me semble. Et lui, littéralement, il le fait. Il tire, il prend la décision de le faire. Mais comme il la loupe, il la blesse en tous les cas, il va soudainement se dédouaner complètement en disant j'ai pas fait exprès, c'est pas ce que je voulais faire, et en même temps je l'ai raté. C'est très très bizarre ça. Ce personnage. C'est le seul vrai loser. Bon, il y a l'alcoolique aussi là qui redevient alcoolique, mais c'est le seul vrai loser du groupe. On sent qu'il est là parce qu'il a rien d'autre. En plus, il se raccroche à l'autre. Je crois qu'il a subi un deuil. Il a perdu sa nièce avant. Il le dit. Oui. On sent que le gars il est paumé, quoi. Il est là parce qu'il faut qu'il existe avec cette communauté, quoi. Et c'est littéralement, pour revenir sur des facettes de la masculinité toxique, lui c'est vraiment littéralement le suiveur. C'est vraiment le petit mec qui suit, qui est désespéré. Michel Robin est parfait dans ce jeu-là parce que c'est un acteur qui a ce petit décalage là, et il le fait très très bien. C'est-à-dire que ça a été très bien casté tout ça. Le casting est extraordinaire, je trouve. Ouais. Parce qu'il y en a effectivement qui ramènent littéralement la masculinité toxique, c'est des mecs costauds, tu sais, ils ont une carrure. Ouais. Lui c'est vraiment le petit mec, encore une fois qui est chauve avec ses petites lunettes, qui est un peu plus vieux qui fait un peu plus vieux que les autres, ou en tout cas, et il pourrait être en décalage, mais en fait finalement il suit le groupe, et il va suivre jusqu'à commettre finalement quasiment l'irréparable, parce que c'est le seul qui va lui tirer dessus littéralement, puisqu'on reviendra sur la fin, mais c'est ça que la fin, je trouve d'une ironie glaçante. C'est-à-dire qu'ils vont la laisser, on n'en a pas encore parlé, mais ils vont la laisser littéralement se noyer, c'est encore pire. C'est le pire que tout. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui a le courage même de l'achever. Parce qu'elle finit dans des sortes, dans des marécages où elle va s'enfoncer, quoi. Petite pensée pour Artax dans l'Histoire sans fin. Ah, c'est pas la même vibe.
Mais autre traumatisme de l'histoire du cinéma, quand même. Oh oui, bah alors là, c'est pour moi, quand j'ai vu ça enfant, je t'avoue que c'est la scène la plus terrible que tu puisses voir enfant, ça. Et du coup, il y en a même pas un qui a le courage de l'achever. T'as le personnage de Jean-Pierre Mariel, là. Ah bah non, je vais pas le faire, et tout. Il y en a aucun, il la regarde crever. Et la mise en scène est terrible sur cette fin. Là, on est dans du grand cinéma. Oui. Honnêtement, Serge Leroy, moi, je ne connais que à travers ce film, mais la réflexion de la mise en scène, où on les voit à moitié cachés derrière les, je sais pas si des joncs, des robots, impersonnels. comme ça. Ah oui, c'est ça, c'est comme si c'était, oui, c'est ça, tu peux penser à Prince des Ténèbres de Carpenter. Oui, mais c'est, oui. Tu parlais de Carpenter tout à l'heure, ou Assaut, si tu veux, mais bon, c'est Assaut vers l'extérieur, là. Et il y a ça, et puis, elle crève lentement et tout. Et puis alors, il y a une rupture, il y a une ellipse où on voit le coucher de soleil. Et après, il y a l'enterrement et tout. C'est d'une violence, cette fin. C'est d'une violence. C'est-à-dire qu'il y a un petit plan de magnifique coucher de soleil, de nature et tout. Tu prends le truc à part, c'est un magnifique tableau. Hein. Non, mais c'est juste là où elle a crevé. Hein. C'est juste là où elle sera à l'oubli. Et d'ailleurs, le film retermine sur ce plan, où c'est là où elle sera oubliée, puisque son corps ne sera jamais retrouvé, puisque le propriétaire terrien va interdire toute recherche potentielle ici. C'est génial, ça. C'est d'une froideur et d'une cruauté absolue. Alors, c'est pour ça que je vais rebondir sur ce que tu dis, justement, parce que moi, ça m'a fait penser à un autre film, mais si je rentre dedans, on va passer sur la deuxième thématique. Je vais te proposer la deuxième thématique, à moins que tu aies des choses que tu voulais rajouter sur cette question des racines du mal, des origines du mal, mais on va y revenir. Dans cette idée-là, c'est là où ça se rapproche un peu aussi dans certains cinémas de Chabrol de temps en temps, le boucher ou que la bête meurt. Alors c'est une autre forme de bourgeoisie, mais ça dépasse. Je sais pas si Chabrol avait vu ce film à l'époque, mais je pense pas qu'il aurait détesté s'il avait vu ce film, par exemple. Enfin, s'il avait vu ce film, je sais pas s'il l'aurait fait. Je pense qu'il l'aurait fait d'une autre façon. Enfin, je sais pas. C'est intéressant. Sur certaines utilisations de la caméra ou certains choix de plans et tout, je pense pas qu'il aurait fait la même chose. Mais ouais, c'est ça, les racines du mal. Mais je pense que l'autre thématique est en lien, hein, d'une façon ou d'une autre. Mais je redis juste un truc que tu dis, parce qu'on va en parler que la bête meurt, par exemple. On va en parler d'ici quelques temps, évidemment. Mais je trouve que vraiment, il y a un petit truc, mine de rien, le domaine dans lequel évolue le personnage de Paul, donc interprété par Jean-Yann dans mine de rien, dans ce qui est plutôt amusant, dans Que la bête meurt, qui est pour le coup antérieur à la traque, mais c'est aussi le milieu des carrossiers et des bagnoles. Donc c'est quand même, je trouve, c'est assez marrant aussi de faire ces liens-là aussi. C'est quand même pas, c'est pas anodin. Alors après, effectivement, la voiture ayant le sens qu'elle a, en fait aussi, qu'on peut lui donner dans le questionnement autour de la masculinité, etc. C'est forcément pas anodin. Et c'est le même genre. T'as raison. C'est quand même le même genre de salaud en fait qui est montré. Il y a quelque chose quand même. C'est des personnages qui sont très très proches, qui sont encore une fois des vrais monstres au sens strict du terme, et que je trouve assez brillamment. C'est vrai qu'effectivement que la démarche de Chabrol n'est pas la même, mais cette manière de dépeindre ces notables dégueulasses qui ont une relation absolument atroce et abjecte avec les femmes. Moi, je pense à toutes les séquences qu'on a de micro-agressions au début du film. Moi, j'arrive pas à ne pas penser. Alors, c'est peut-être un peu plus tonitruant et spectaculaire dans Que la bête meurt, mais la séquence du repas, quand Paul humilie sa femme, quand il est en train de lire à table ce qu'elle écrit, etc. Ou cette séquence d'ailleurs s'ouvre sur le personnage de Paul qui est en train de caresser les fesses de la domestique de la maison, etc. Je trouve tous ces trucs-là, en fait, ils sont présents dans le. Mais c'est dans cette idée, les racines du mal, le patriarcat, la domination masculine, qui pendant, oui, forcément des siècles et tout, on peut remonter au Moyen Âge ou avant, hein, a tellement dominé les lieux que de toute façon, il y a tout qui leur est dû. Et donc, eux, probablement par héritage, par machin de choses et tout, ils sont incontournables dans le coin. Eh bien, entre hommes en plus, ils se sont construits eux-mêmes cette toxicité, de toute façon. Le pire, c'est qu'au fond, est-ce qu'ils s'en rendraient compte? Même pas, on pourrait leur dire, on fait ce qu'on veut, hein, on est chez nous. Enfin, limite, c'est ça. Limite, on est chez nous et pas loin. Il n'est pas tombé dans le cliché Serge Leroy et son scénariste, parce que je pense que vraiment on peut les citer les deux. Hein. Ah oui, tout à fait. André-Georges Brunelin, ils sont pas tombés dans le cliché en mode, alors la Britannique, là t'es en France, non, à aucun moment. Mais bon, c'est plus d'ailleurs le fait, si ça avait été une femme française, ça aurait été la même chose, hein, je pense. Tout à fait. Voilà. Et le fait qu'elle soit en plus britannique, elle vient d'ailleurs, en plus c'est une universitaire, donc elle a la culture, elle a le background et tout, et elle tombe face à ces gens qui sont peut-être pas tous. Enfin, on va en parler après. Mais il y a,
je propose qu'on passe à la deuxième thématique parce que c'est peut-être ça que tu veux tu veux peut-être glisser sur la deuxième thématique. Alors, j'ai mis sous forme de questions parce que c'est discutable et sur la manière de un redneck movie à la française, point d'interrogation, parce que c'est une question. Donc voilà, je vais te laisser et puis je rebondirai après. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais dire? Est-ce que pour toi, de manière globale, est-ce que c'est un redneck movie à la française? Si je garde ce côté question. Après, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un redneck? C'est vrai que c'est une question comme ça, parce que ça serait plus dans le redneck, c'est plus c'est compliqué parce que c'est un terme très, très américain, déjà. C'est un film très français. T'entends dire les choses. Alors, vous allez dire, oui, il y a des armes et tout, mais bon, c'est des Français à la campagne qui vont chasser. Donc, il y a pas d'autre. C'est un film très franchouillard, même, enfin, la représentation locale franchouillard. Est-ce que c'est vraiment des pecnos en tant que tel? Eh ben, je dirais pas tant que ça en soi. C'est même, en fait, j'ai presque envie de dire, c'est une forme de bourgeoisie, il y a presque des néo-riches campagnards, là. C'est pas vraiment des rednecks. Enfin, il y a une forme, en fait, ce sont des gens qui ont peut-être un background, qui ont un héritage. Alors, pour certains, hein. Enfin, il y a une sorte de mix, en fait. Vous avez quand même le riche propriétaire terrien qui descend de l'aristocratie. Michael Lonsdale, en plus, c'est ce personnage qui, on sent qu'il a un petit côté aristo, un peu, dans sa façon d'être, dans sa façon de jouer. Bon, t'as Jean-Luc Bidault qui a aussi quelque chose, une petite grandeur quand même, etc. Voilà. T'as le notaire bigot alcoolique, Michel Robin, bon. Tout. Puis à côté, t'as quand même peut-être potentiellement la redneckisation, là, avec les ferrailleurs, avec le garde-chasse, l'ancien militaire. C'est un melting pot, en fait. C'est juste que c'est le mélange des classes par la masculinité. C'est-à-dire que là, finalement, ils sont solidaires entre eux par leur sexe, en fait, hein, par leur genre. C'est un petit peu ça. Donc, redneck movie à la française, bah, indirectement, oui et non. Bon, le côté communautariste, fermé sur lui-même, on y est, hein. Côté presque, je parlais de consanguinité, mais bon. Oui. À un moment, on peut y aller. Mais est-ce que, il y a quand même, ils ont certains une intelligence. Déjà, ils ont l'intelligence de la traque de la chasse, on sent que, voilà. Et ils ont pas la bonne intelligence. Ils ont pas l'intelligence humaine, quoi. C'est, à un moment, si c'était posé pour réfléchir, bah, déjà, ils auraient dénoncé leurs potes. Tant pis, hein. Enfin, et les deux frères, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir, les deux frères, sur les autres? En soi, rien. Mais pas plus. Mais ben non, ils se laissent complètement. C'est juste cette solidarité bête. C'est-à-dire qu'ils reviennent à leur bas instinct d'homme. Ils disent, ah bah non, on va pas laisser une femme, ou, pour les citer, limite, une gonzesse. Je sais pas s'ils utilisent le terme, d'ailleurs, je crois. Ils l'utilisent, il me semble, hein, au début, il me semble. Voilà. Donc, en mode, c'est, ah bah non, c'est une femme. Attends, bah c'est bon, bah, on va la traquer, elle dira rien, hein. Voilà. Et le pire, c'est qu'ils croient pouvoir s'arranger. Là, ce qu'elle a subi, s'arranger de quoi? La pauvre. Hein. Enfin, on reviendra sur la scène après, mais enfin, c'est le traumatisme d'une vie, quoi. Quand bien même elle s'en serait sortie, je pense qu'elle mentalement, est-ce qu'elle s'en serait vraiment sortie après? Limite, à un moment, on se demande si c'est pas mieux la pauvre que. Mais bon, vu comme elle... enfin, c'est horrible, hein, ce que je dis. Oui. Mais ouais, donc. Ouais, en fait, ils agissent comme des rednecks bas du front, alors qu'ils auraient toutes les capacités pour ne pas le faire. D'ailleurs, ils sont tellement idiots dans leur traque et tout, c'est qu'en faisant ça, ils font crever le violeur. Parce qu'en oui, gros, mais en plus, tout ça, c'est l'ironie du sort, et t'as envie de dire c'est bien fait, mais s'ils étaient bêtement allés chercher des secours, il aurait peut-être survécu. Et non, mais pendant qu'ils vont la traquer, ils le laissent crever comme un chien. Mais tu sais, dans l'agonie, lui, il subit une autre agonie, tu vois. Et lui, l'agonie méritée, quoi. Bon, il a froid. Bon, dans l'affaire, il refait picoler là, celui qui avait arrêté de boire. Le mal est partout, quoi. Oui, c'est qu'ils sont pathétiques, hein, c'est ce qui les rend extrêmement pathétiques. Ça en est presque drôle, la mort de l'autre en parallèle, mais tu peux pas rire parce que vu que c'est en parallèle avec ce que la femme subit, tu peux pas en rire. Mais arrivé au bout, tu te dis, mais quelle est conne cette mort, hein. Ouais. Tu vois, déjà, il aurait pu l'éviter en faisant pas ce qu'il a fait, mais ils auraient pu l'éviter tous en le transportant à l'hôpital le plus proche. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller se venger et empêcher qu'elle parle et on va dire sauvegarder la communauté tout en le laissant crever à côté. Et le frangin, lui, il s'en rend même pas compte parce qu'il aime son frère. On sent qu'ils sont soudés les deux. Ils sont complètement à la ramasse, quand même. C'est presque ironique, quoi. Mais c'est pas. Le pire, c'est que c'est pas si irréaliste que ça. Le pire, c'est que c'est potentiellement, probablement, ce qui se serait passé, on va dire à 60-70% du temps dans une situation comme ça.
Mais ça que je trouve que le lien avec le redneck est là, effectivement, c'est-à-dire que effectivement le redneck de toute façon le redneck n'est pas injectable, si je puis dire, dans un cadre très franchouillard comme tu dis, très terroir, parce qu'il y a un truc très terroir. Moi je trouve que vraiment, encore une fois, quand ils sont tous en train de bouffer leur pâté autour de la table, il y a un truc vraiment terroir. C'est pas effectivement transportable comme ça. Mais je trouve que globalement dans les codes, il y a quelque chose qui est intéressant, parce que moi j'arrive pas à ne pas penser en fait à Délivrance. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que, mais comme on le disait tout à l'heure, Serge Leroy et son scénariste en fait renversent tout. Et ils font plus du redneck tel qu'on le voit par exemple en Délivrance, dans une certaine mesure, cet être près de la nature, proche de la nature, parce que justement il a ce côté communautaire, un peu idiot, etc. Il fait de ces personnages idiots ceux qui sont censés pourtant avoir une forme de culture et d'intelligence. En réalité, c'est effectivement, tu disais, le fait de faire venir un universitaire face à eux montre que ces personnages, certes, sont doués d'une forme d'intelligence du point de vue, effectivement, de la pratique de la chasse en tant que telle, mais qui sont profondément incultes, profondément idiots, et que finalement, et encore une fois, est-ce qu'on peut lier justement ça à leur masculinité? Certainement aussi, leur masculinité toxique, dans ce retour qu'ils ont au plus bas instinct. C'est-à-dire qu'il y a ce truc-là où ils sont dans ce sont des jouisseurs. Je parlais de Paul du personnage de Ryan dans la bête que la bête meurt. C'est un animal, c'est littéralement un personnage animal qui ne fait que jouir et n'accepte pas qu'on le contraigne dans sa jouissance tout le temps. Et les femmes sont là pour répondre à sa jouissance. Il n'y a pas trop de trucs, et il ne comprend pas quand elle n'accepte pas ce truc-là, quand elle n'accepte pas de le servir et de répondre à sa jouissance. Et là, il y a ce truc-là dans ces personnages-là qui sont des jouisseurs. Elle ne veut pas, bah tant pis, je vais m'en saisir. C'est moi qui prends la décision. De toute façon, elle est utile pour moi. C'est un outil comme un autre pour satisfaire ma jouissance. Et ça en devient absolument terrifiant. Et c'est ça qui fait cette idiotie. Puis tu parlais de consanguinité. Je trouve que la consanguinité, elle joue dans ce côté, effectivement, peut-être écho que ça peut faire au film de Redneck. Pourquoi pas? Il y a des inspirations peut-être de Serge Leroy. Et en même temps, il y a une consanguinité qui est là purement sociale aussi, dans ces milieux bourgeois un peu gangrénés, en fait, d'emblée qu'on sent déjà vérolé, pourri de l'intérieur. Parler de l'origine du mal tout à l'heure, moi je n'arrive pas non plus à pas penser. Je pense que ce titre-là est venu parce que j'ai revu l'origine de mal. Je me rappelle plus du nom de ce réalisateur très brillant en français qui a réalisé. Ah oui, Sébastien Marnier, oui. Sébastien Marnier, merci. Et Sébastien Marnier qui aime beaucoup Chabrol et tout, je suis sûr que la traque, à mon avis, il a dû baigner dedans. Oui. Et l'origine du mal, c'est un film très passionnant, l'heure de la sortie et tout, très très bon réalisateur français. Mais on reviendra sur la carrière de Sébastien Marnier, certainement, très certainement. Oui. Mais voilà, pour revenir à ce truc-là, je trouve que c'est effectivement, il y a ce côté aussi faux redneck movie qui est peut-être dû aux inspirations. En fait, peut-être que Serge Leroy, je ne sais pas du tout quelle relation il entretient avec par exemple des films comme chez Borman, donc dans Délivrance. Je ne sais pas, mais parce qu'il y a finalement une structure qui est à peu près la même, cette idée de. Et je trouve que même la clôture, la manière dont s'achève finalement Délivrance, c'est quasiment cette idée finalement du barrage qui est construit, qui va cacher quelque chose. Encore une fois. Il y a quelque chose forcément, moi je pense, de lié. Donc je pense que Serge Leroy, et c'est pour ça que je pense ça, il s'inspire certainement du redneck movie américain, et il transfère ça, mais en l'inversant littéralement, il fait presque quelque chose de miroir pour subvertir presque le genre et en faire autre chose. Comme tu disais tout à l'heure, le film c'est pas vraiment un survival, c'est pas vraiment un rape and revenge, mais c'est un film finalement qui va prendre un petit peu dans ces genres-là, et qui va, dans une certaine mesure, les subvertir et en faire autre chose. Et en faire vraiment, littéralement, ce qui est l'inverse parfois, malheureusement, du discours de beaucoup de Rape and Revenge, par exemple, qui ont un discours particulièrement dégueulasse et problématique. Et là, en fait, il transforme complètement l'essai. Alors, je sais pas, encore une fois, c'est une volonté claire et nette, c'est pas des inspirations des films qu'il a pu voir, mais j'arrive pas à ne pas penser, encore une fois, à Délivrance, par exemple, parce qu'il y a une structure qui est similaire, il y a quand même cette idée d'une citadine qui va se retrouver en pleine campagne et donc face à la nature aussi, confronté à cette nature. Alors pas pour les mêmes raisons, parce que pour le coup, dans Délivrance, c'est ces mecs qui vont venir aussi, ils sont citadins et essayer encore une fois, de se confronter littéralement à la nature. Par exemple, pourquoi pas dans leur masculinité aussi, parce que c'est pas anodin que ce soit des hommes aussi qui se confrontent à cette nature-là et qui vont se retrouver littéralement, effectivement, violés par cette nature. C'est terrifiant aussi, dans une autre mesure. Et je trouve que voilà, pour le coup ici, il inverse complètement le truc, il joue là-dessus et il renverse tous les codes. Et c'est ça qui fait vraiment que le film, pour le coup, est profondément subversif dans son usage du genre et dans son discours. Voilà, pour finir là-dessus, pour clôturer, excuse-moi. Ouais, puis cet endroit, le mal est partout, parce que même avant Hélène, on en parlait tout à l'heure, l'autre qui aurait violé une jeune fille,
Il y a aussi l'histoire d'un Un accident de voiture. cycliste qui aurait été, voilà, ils ont masqué déjà une affaire assez sordide avant. On sent que c'est des gens qui sont dans l'inconséquence depuis longtemps et qui se sentent visiblement, mais clairement impunis. Quoi. Parce qu'il y a un cycliste qui est mort, bon finalement l'affaire a été étouffée. La jeune fille qui est probablement a été violée aussi, bah on l'a fait sortir de prison très vite. Donc bah c'est pas une jeune femme là venue d'ailleurs qui va les perturber. Donc ils réfléchissent pas, ils se disent on va rendre ça encore impuni et sont rentrés dans un cercle infernal de déshumanisation totale quoi. Donc évidemment on est très loin d'un massacre à la tronçonneuse, tu vois ce que je veux dire, mais dans une idée de on a perdu l'humanité, on a laissé c'est des gens qui vivent dans un vase clos et tout, on est moins dans la consanguinité absolue, etc. Mais ça en dit long aussi peut-être indirectement sur la société française qui a abandonné aussi ses campagnes et tout. Ça commence un petit peu à l'époque où il y a des gens qui finissent par vivre entre eux, à faire leur petite société. Bon, aujourd'hui on pourrait peut-être faire un film comme ça. Hein. Bien sûr. Ouais, hein. Un Bustio-Mori, etc. Regarde Frontières de Xavier Jeance. Oui, bien sûr. Quelque part. Il y a de ça, hein. Xavier Jeance peut-être a aussi apprécié la traque, hein, plus jeune, hein. Il a dû tomber dessus. Hein. Et cette idée qu'il y a des gens qui sont ailleurs, entre eux, et qui se sentent libres de tout, qui ont leur propre pouvoir à eux. Donc, ce qui vient de l'extérieur, ça compte pas. On peut violer, on peut tuer, on s'en fout. Voilà. Il y a une consanguinité qui est pas forcément consommée, si je puis dire, au sens incestueuse, mais il y a quand même une consanguinité de classe, si je puis dire, où il y a de l'entre-soi, en fait, littéralement, qui est, par exemple, très clairement montré de manière directe, sans forcément, par exemple, dans les films, je pense à Society, par exemple, de Brian Yuza, où on nous montre littéralement, symboliquement, que cette société, elle est vérolée par une forme d'inceste de consanguinité qui n'est pas forcément consommée littéralement, mais qui est symbolique. Et là, je trouve que, et chez Chabrol, il y a toujours eu ça, dans une certaine mesure, cette idée de classe qui vit effectivement en vase clos et qui se nourrit elle-même, mais qui ne sort jamais de ce vase-là et qui, dès lors que quelque chose d'extérieur vient, nécessairement elle va le rejeter ou elle va, voilà, c'est littéralement ce qui se passe dans Que la bête meurt, et c'est hyper intéressant pour ça aussi. Voilà, cette idée de consanguinité, elle est quand même présente, mais tu as raison, c'est à relativiser évidemment. C'est pour ça que ta question, je trouve, elle a été intéressante à poser, parce que c'est un film qui ramène à tout un pan du redneck movie américain, tout en n'étant pas un redneck movie réellement en réalité, mais je trouve qu'il joue quand même avec les codes, et j'ai du mal à imaginer qu'il n'ait pas vu pour le coup Délivrance, Serge Leroy. Ce serait une question qui aurait pu être... J'ai pas vu d'interview, j'ai pas trouvé d'éléments qui permettaient de répondre à ça, mais j'ai du mal à ne pas penser à ça. Cet idiot vous a pris... Vous ne pouvez pas le tenir. Max, tais-toi. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Je regardais la statuette. Ah. Vous la voulez? Bon, elle est bien où elle est. Qu'est-ce qui se passe? Non, tire pas, chameau. Non, c'est Rex qui s'est trompé de gibier. Vous n'aimez pas les chiens? C'est quelque chose qu'ils sentent. J'en suis désolée. Vous partez? Oui. Alors, chameau, quoi, tu peux pas faire un café à mademoiselle? Oh, vous en voulez? Oui, je veux bien. Ça vous a plu, la guettière? Beaucoup. C'est bien, hein? Vous avez l'intention de vous y installer? Je sais pas encore, peut-être. Méfiez-vous, il est brûlant. Merci. C'est bon? Ça réchauffe. Oui, c'est chaud. En tout cas, si vous venez habiter dans le coin, ça nous fera une compagnie agréable, hein, Paul? C'est vrai qu'on se plaindrait pas? Ne comptez pas trop sur moi pour vos distractions. Oh, mais on n'a pas que celle-là, vous savez. Si vous habitez la Guettière, c'est M. Mansart qui va être content. Vous n'aimez pas les chiens, mais vous avez rien contre les hommes. Alors, ce que je te propose justement, quand on vient sur ces questions-là, et puis qu'on a traité des questions de la bestialité, de l'animalité, je voulais qu'on vienne dans un dernier temps, donc sur une séquence que je t'ai proposée, alors qui n'est pas particulièrement originale dans le film en tant que tel, parce que c'est une des séquences, mais bon, l'idée c'est d'avoir une séquence qui est particulièrement notable dans le film. Il y en a plein qui sont notables, tu l'as dit, même la séquence de la mort à la fin d'Hélène, elle est extrêmement puissante, et comme tu disais, c'est du très grand cinéma. Mais je voulais m'arrêter voilà, sur une séquence en particulier, qui est une séquence vraiment pivot dans le film, qui est la séquence de viol, qui finalement est un petit peu... C'est le point d'orgue de toutes ces micro-agressions au bout d'un moment, et ça va être le point de départ de la traque, puis ensuite finalement de ce deuxième du climax, donc qui est la mort d'Hélène à la fin.
Donc c'est à la fois un point de départ et en même temps une sorte de point culminant de cette première partie du film et qui va engendrer la deuxième. Alors, est-ce que tu avais des petites choses que tu voulais dire voilà, sur la séquence? Alors, l'idée, c'est pas d'être exhaustif sur la séquence, mais des choses qui ont pu te marquer en termes de mise en scène et qui te paraissent intéressantes. Ben, ce qui est déjà remarquable, c'est que elle est. Alors, c'est difficile hein, à exprimer ainsi, mais elle est filmée du point de vue de la victime. Donc, ça refuse tout voyeurisme ou érotisation, même indirecte ou maladroite, comme on peut le voir. C'est-à-dire que c'est un viol qui est très peu charnel, justement. Il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est un viol habillé et tout, où on se concentre, et la caméra se concentre très très vite sur le visage et les réactions, uniquement les réactions du personnage d'Hélène. Et c'est ça qui est le plus froid et le plus violent, et qui fait comprendre la souffrance vécue. C'est cette douleur froide. Par exemple, à un moment, elle crie, et c'est un cri blanc, il n'y a pas de son qui sort. La souffrance absolue, le trauma. Et c'est une performance d'actrice exceptionnelle à ce moment-là. Parce que c'est tout, il n'y a pas de surjeu. C'est la violence soudaine et brute. Et on voit à quel point le trauma s'installe au moment de l'acte. C'est-à-dire que déjà, dès le moment de ce qu'elle subit, on sent qu'elle s'en sortira pas. Bon, elle s'en sort pas, en effet, mais quand bien même psychologiquement, elle aurait jamais pu vraiment s'en sortir derrière. C'est là où on voit comment un tel acte destructeur peut faire basculer une vie. Et la mise en scène, elle est là-dessus. C'est-à-dire que je crois que la caméra se rapproche petit à petit de son visage et ça dure sur le visage. On voit les larmes, on voit, elle essaye de crier, la main de Marielle, enfin du personnage de Marielle et tout, etc., qui se met sur sa bouche, mais finalement il comprend limite qu'elle. Le pire, c'est qu'il comprend qu'elle va pas se débattre. Mais attends, ils sont deux contre elle en même temps. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Le pire, c'est qu'elle a pas de choix que de se laisser faire. C'est horrible. Elle peut pas se débattre. Elle capitule, mais on voit la souffrance. Et là, la mise en scène, elle montre l'horreur du viol, pour le coup, la vraie horreur. Pas l'acte. Enfin, l'acte. C'est pas un acte sexuel, le viol. Le viol, c'est un viol. On montre le traumatisme qui s'inscrit et qui s'écrit sur le visage de la victime. Et c'est très rare, hein. Au niveau de mise en scène, on voit rarement, ça arrive aussi, on le voit, mais il y a des scènes de viol, tu vois, là, pour le coup, c'est le contraire de Gaspard Noé dans Irréversible. Oui. Pour le coup, je trouve, avec le recul, quand tu vois ce genre de scène, que c'est très maladroit, la scène dans Irréversible, parce que tu as plan trop ample, etc., tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, on peut pas comprendre, on peut pas voir vraiment la souffrance. C'est pas du voyeurisme, dire oui, mais en même temps, ça c'est peut-être du voyeurisme de montrer la souffrance. C'est surtout, j'allais dire, éducatif. Il y a une forme de, vous voyez ce que ça fait. Ouais. Vous voyez ce que ça fait. Et là, et le pire, c'est qu'après, on la voit, après l'acte, elle est là, elle bouge pas, quoi. Elle est, pendant quelques minutes, et la caméra s'attarde sur elle, elle est détruite. Elle est détruite. Et après, le rape and revenge, oui, le revenge va se faire, mais il va se faire presque. En plus, c'est pour le prolongement de la scène, mais c'est limite son violeur qui la nargue en disant, de toute façon, tu ne saurais pas t'en servir, bah tiens, prends ça dans ton ventre. Peut-être qu'elle n'aurait jamais osé tirer s'il n'avait pas dit ça en plus, tu vois. Oui, tout à fait. Bah, c'est une scène, c'est une horreur absolue, mais c'est l'horreur nécessaire quand si tu veux mettre en scène un viol dans le champ. C'est, à mon avis, comme ça, c'est en voyant la souffrance de la victime. Parce que c'est vrai que certaines scènes de viol qu'on peut voir dans certains films montrent malheureusement ou maladroitement aussi la jouissance du prédateur. Là, c'est totalement occulté. Voilà. C'est ça qui est important, je pense. Ce que tu disais sur moi, ce que je trouve vraiment fort aussi, c'est symboliquement, il y a un truc que je trouve très fort, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un gros plan au fur et à mesure qui est de plus en plus gros sur son visage. Elle est littéralement fermée par le cadre, et en fait, il y a juste effectivement comme s'il y avait presque comme si c'était le cadre était les limites, parce qu'il lui reste plus que cet espace-là en fait où elle n'est pas recouverte par le corps du premier, et puis l'autre il est derrière elle à la retenir, et elle est vraiment dans cet espace qui lui reste. C'est le seul espace, si je puis dire entre guillemets, d'intimité qui lui reste, le cadre, parce qu'on ne voit pas les autres personnages on voit pas ce qui est hors champ. Et il y a cette main, les cheveux du personnage qui rentrent dans le cadre et qui, dans une certaine mesure, continuent de la pressuriser et de rentrer dans le seul espace d'intimité qui lui reste, c'est ce visage-là. Et je trouve que c'est très très fort ce truc-là. Notamment la main de Marielle, en plus que littéralement, moi quand je vois cette séquence-là, ça fait la même chose.
il y a un truc de très où on ressent ces trucs-là. Je ressens la main de Marielle sur sa bouche, cette oui, main un peu calleuse, enfin je sais d'individu qui peut-être a travaillé avec ses mains, etc., qui a les mains sales parce qu'il a tenu un fusil, parce qu'il était dans la terre avant. Il y a un truc comme ça où je sens cette saleté. Je ressens aussi énormément tu parlais tout à l'heure de la paille qu'il y a sous eux. Il y a un truc, les odeurs, tout ça en fait. Tout ce qui fait un trauma, parce qu'un trauma c'est ça. Un trauma c'est tout un tas d'éléments, parce qu'il y a cette idée, parce qu'en plus le film joue très très bien. Je trouve qu'il y a une manière de montrer dans son regard j'arrive pas à trouver mon mot là, c'est terrible, j'ai perdu mon mot. La dissociation, pardon. Il y a une vraie dissociation, et en même temps, au-delà de la dissociation, il y a tous ces stimuli extérieurs, sensitifs qui vont, la main sur la bouche que nous on ressent, la paille sur le dos qu'on ressent, les cheveux qui viennent à certains moments de l'agresseur qui est sur elle, qui viennent frotter son visage certainement ou frotter son cou, et on sent tout ça en fait. On voit à la fois dans son regard, encore une fois, l'idée de la dissociation, et en même temps, on est pleinement dedans, viscéralement dans ce qui est en train de se passer, on ressent tout ça, et la conjonction des deux, avec cette idée du cadre qui est continuellement envahi dans ce seul espace qui lui reste d'intimité, qui n'a pas été violé, il y a ces trucs, ces tentatives des éléments extérieurs et des violeurs de rentrer dedans. Et je trouve ça absolument à la fois brillant dans la manière dont ça va te plonger dans son point de vue à elle et de t'amener à une empathie absolument totale et à te faire comprendre, y compris, si je puis dire, quand t'es un homme, en fait, ce que c'est que ça. Même s'il le fait très bien, je trouve que les micro-agressions qui précèdent ça, en fait, il y a cette manière, tu vois, en pensant, c'est très éloigné dans une certaine mesure, mais j'ai pensé à la séquence de la garden party avant le viol, hein, de Get Out, où tu es avec le personnage interprété par Danny Kaluuya et tu te sens pressurisé par toute cette foule de bourgeois blancs qui l'agressent de manière, encore une fois, malheureusement très banale, et tu ressens cette pression-là. Et je trouve que tout ce qui précède le viol, tout ce qui va amener à ce truc-là, moi j'ai l'impression de me retrouver à sa place et de ressentir à chaque fois ces coups de couteau qu'elle prend, pour le coup, qui sont des coups de couteau qui sont dus simplement aux paroles qu'il lui balance, au regard qu'il pose sur elle, au regard même qu'il pose sur elle lorsqu'elle sort du champ, parce qu'à un moment donné, juste après les voitures, elle dit bah moi j'y vais, puisqu'elle va rejoindre la maison, et eux continuent à faire des commentaires derrière son dos. Elle est plus là, mais on sent effectivement la violence de ces commentaires-là alors qu'elle n'est plus là. Elle est peut-être encore plus violente parce qu'elle n'est plus là, ils font ça derrière son dos. Et je trouve que vraiment ce truc-là, en fait, tous ces dispositifs de mise en scène qu'il a posés, qui crée une empathie absolument totale, toujours juste et jamais complaisante, culmine avec cette séquence de viol qui, pour moi, fait partie des rares séquences de viol. C'est un truc que je ne trouve souvent pas légitime dans les films. C'est rare que je trouve qu'une séquence de viol soit légitime quand elle est montrée véritablement graphiquement. Qu'elle soit suggérée, c'est autre chose, mais quand elle est montrée, c'est rare que je trouve ça légitime. Il y a 2 films qui m'ont fait ça et qui m'ont fait un effet aussi fort, enfin un film en plus de celui-ci qui en fait un effet aussi fort, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est The Nightingale de Jennifer Kent, donc la réalisatrice de l'histoire de Babadook, dans lequel il y a plusieurs séquences de viol d'ailleurs à répétition dans la première partie du film, qui sont simplement montrées du point de vue, c'est-à-dire que ce sont des gros plans sur les visages, encore une fois, de la jeune femme qui subit un calvaire au début. Et pareil sur la manière tu parlais du Rape and Revenge, ce qui va suivre, enfin ce qui pourrait être un Rape and Revenge, mais qui fait que ça n'en est pas un. Il y a le même procédé, exactement la même chose. Il y a un dialogue, il y a une proximité entre la manière dont va se mettre en place une sorte de faux Rape and Revenge, dans l'idée que, voilà, moi, spectateur, j'attends ce moment où il y a la vengeance qui va me satisfaire et qui va faire que, voilà, tiens, bim, cathartiquement, ça fait du bien. Voilà, elle lui a fait du mal, elle l'a buté, ça fait du bien. Et ben, ce truc-là, il le casse, lui, littéralement, dès qu'elle le fait, parce que finalement, ça n'apporte aucune satisfaction. Et dans un Nightingale, il y a la même chose. Quand elle va sans spoiler le film parce que ça ne spoil rien, c'est vraiment à tout début, quand elle va se retrouver face à un de ses agresseurs et qu'elle va procéder, si je puis dire, au châtiment, pour faire ça entre grosses guillemets, immédiatement quand elle va le faire, ça va être cassé parce qu'elle voit, et moi spectateur je vois, qu'on n'en tire aucune satisfaction, que ça n'apporte rien du tout. Et finalement, c'est ce qui va faire que le film va complètement sortir de ce qui aurait pu être, ce qui aurait pu ressembler dans un premier temps à Rape and Revenge. Et je trouve ça brillant. Et c'est un des rares films, au passage, derrière petite parenthèse, mais où, en voyant cette séquence de viol, j'ai été pris dans la violence, alors qu'encore une fois, elle est très peu graphique, si je puis dire, au sens où, comme tu dis, l'acte, on ne le voit pas à proprement parler, si ce n'est à travers ses yeux, à travers son regard, ce qui est le mieux qu'on puisse faire, et le plus digne et le plus juste.
où j'ai versé une larme en voyant la séquence et les larmes me sont montées aux yeux, exactement comme de Nightingale aussi. Donc voilà, je trouve que c'est encore une fois d'une justesse fou et folle, et c'est ça que je trouve incroyable en fait, et brillantissime dans cette séquence-là. Ouais, la première fois où je l'avais vu, j'étais vraiment très très mal. La deuxième, j'étais en apnée parce que je me souvenais pas, la deuxième fois que je l'ai vu, je me souvenais pas que c'était aussi long, parce que c'est terriblement et tragiquement très long comme scène, mais c'est malheureusement nécessairement, on ressent le temps long. Ouais. Et c'est pour ça, c'est entre guillemets la force de la mise en scène de cette scène, justement, c'est qu'on voit à quel point c'est interminable pour la victime. Et en plus, il permet de couper en deux la séquence, en plus, parce qu'il se permet de te laisser une sorte de respiration à un moment donné, parce qu'on repasse sur le groupe qui est de l'autre côté, parce que le groupe des hommes est scindé en deux. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas au courant du viol dans un premier temps, de ce qui s'est passé. Et on suit la première partie une première fois un peu le viol, et ensuite on bascule dans l'autre groupe qui est en train de discuter. Alors, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus si ça reviendra. Et ensuite on revient, comme s'il y a ce truc-là. Je pensais que c'était fini, ça me fait respirer, l'apnée, comme tu le disais, je souffle, et en fait on me ramène, et je reviens sur le gros plan sur le visage, encore plus serré que le précédent me semble-t-il, et la séquence se termine, et elle ne se terminera pas par encore une fois cette fuite qui permet de dire je suis parti autre part, et il y a une ellipse. Non, il n'y a pas d'ellipse, ce départ, le fait de reporter autre part ne crée pas une ellipse, je reviens dessus, et après je vais rester avec eux, dans ce qui va suivre et la tension qui va suivre cette séquence-là. Et je trouve ça, encore une fois, brillantissime dans la manière de le faire, avec beaucoup de justesse et sans jamais être, encore une fois, dans de la complaisance ou du voyeurisme. Ouais, non, mais c'est important. Là. Après, voilà, c'est le genre de scène au cinéma, peut-être le genre de scène le plus difficile à mettre à l'écran aussi. Tout à fait. Voilà, c'est sûr. Mais là, elle ne pouvait pas ne pas être montrée, évidemment, bien sûr. Ici, et du coup, il a choisi la façon la plus, j'allais dire noble, je sais pas, mais la façon la plus immersive on se met à la place de la victime. Et là, vous comprenez ce qu'est. Alors, c'est pour ça que quelqu'un qui a subi un viol sur ce genre de scène-là risque d'être très, très, très bouleversé et perturbé. Parce que ce plan sur le visage comme ça peut ramener des démons aussi. C'est aussi le risque. C'est aussi le risque de ce genre de film. Donc, si un jour vous devez montrer ce film dans des vidéos, dans des ciné-clubs et tout, contextualisez bien avant, parce que sinon, voilà. C'est peut-être difficile de présenter ça au ciné-club quand même, du coup. Parce que le public, il a beau être prévenu d'avance, c'est difficile de prévoir, en fait. De prévenir, pardon, un groupe de personnes avant. Voilà. Je sais pas s'il a été interdit au moins de 16 ans ou pas, j'en sais rien. Parce que franchement, à l'époque, ça m'étonnerait. Mais de nos jours, il sortirait. Je sais pas, parce que je sais pas comment il a été perçu à l'époque, le film. Parce que c'est assez osé quand même, un film comme ça en 75 ans. Mais c'est ça, ouais, bien sûr. Et alors, je suis sincèrement désolé de t'avoir proposé cette séquence, parce que c'est pas forcément. Ah non, mais c'est important. C'est facile à décrire, mais elle me semblait importante, effectivement. Ah, de toute façon, c'est impossible à décrire, oui, de toute façon. Ouais. Oui, parce que mettre des mots dessus, c'est difficile. C'est violent, même. Mais vous la voyez, vous comprenez. Et donc, oui, il y a cette immersion. C'est littéralement une immersion. C'est-à-dire que Serge Leroy, il décide de nous faire subir le viol. Oui, c'est ça. Voilà, tout à fait. Tout simplement. Donc, et ouais, mais Lizzie Farner, on pourrait se dire comment ça a été encadré dans le tournage, parce que ça, c'est compliqué, pour les acteurs et l'actrice de tourner ça. Mais comme elle a dit après coup que c'était le film préféré dans lequel elle a tourné, je pense qu'elle en garde fatalement un souvenir positif malgré tout. Donc ça a dû bien être encadré. Marielle et Léotard étaient quand même des professionnels. Enfin, Marielle, s'il était Léotard, s'il était dans un état normal, parce que je sais que malheureusement, il y a eu quelques addictions. Mais Jean-Pierre Marielle, c'est vrai qu'il était dans sa période, la galette de Pont-Aven. Oh, ce cul, voilà. C'était dire en off qu'on allait le faire. Et Calmos, l'année d'après, il a quand même cumulé les rôles de, on va dire pour être gentil, les rôles de bouffe. Voilà. Il n'avait pas peur de mettre sa carrière en danger, voilà. Parce que ouais, c'est des rôles risqués, effectivement, pour des acteurs, d'ailleurs, que ce soit pour, effectivement, elle, parce qu'elle se met en danger et donne de sa personne, parce que, et je dirais même au-delà de la séquence de viol, elle donne de sa personne pendant tout le film, en fait, parce que elle est dans la flotte, elle est
elle court dans les bois, elle tombe. Enfin, vraiment, physiquement, elle s'implique énormément dans le film. Et donc, c'est une mise en danger aussi pour elle. Et puis, je pense que vivre ça, quand bien même c'est un tournage, c'est extrêmement éprouvant, en fait. Vraiment, il y a un moment donné, il y a une porosité entre la fiction et la fiction et la réalité qui est quand même très violente. Alors, je sais pas s'il y avait des séquences s'il y avait une séquence sur laquelle tu voulais revenir avant de conclure, ou si ça te paraissait complet au niveau de tout ce qu'on a pu faire. On a parlé du final, là, avec ce coucher de soleil, ce moment tableau de Renoir, presque, ou pas, mais qui est terrible parce que c'est la tombe éternelle de Hélène. Mais sinon, on a fait le tour. Limite, on pourrait presque reprocher, indirectement, que le film essaye de montrer l'enterrement du frère et tout, on s'en fout. Il est crevé, il mérite même pas qu'on voit. Bon, voilà. Cependant, l'enterrement, on le voit de loin, on voit des silhouettes. D'ailleurs, c'est l'effet inversé des silhouettes derrière les roseaux avant. Mais limite, on aurait dû terminer sur l'endroit où elle est morte, mais direct. Mais ce qui donne une double couche sur cette finalité qui est assez violente. Comme d'ailleurs, on en revient aussi à la double couche sur la scène du viol. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, il remet un petit coup là, voilà, et elle sera jamais retrouvée. Et elle sera oubliée, la pauvre. Elle sera oubliée. Alors que son violeur, lui, pour le coup, sera célébré et on va se recueillir sur sa tombe et on lui offre des funérailles dignes de ce nom. Lui ne sera pas oublié. Et pourtant, ce qu'il a fait ne sera jamais su. Et elle sera oubliée et on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. Et c'est terrifiant. C'est glacial. C'est vraiment... Et rappelez-vous qu'il est important que nous disions tous la même chose. Paul était seul. Il s'est lancé à la poursuite d'une bête blessée. Comment c'est arrivé, nous l'ignorons, mais nous pouvons l'imaginer. Il a dû glisser, tomber. C'est un accident banal. Comme il en arrive souvent. On l'a cherché une partie de la journée. Quand on l'a trouvé? Vers 4 heures. 4 heures. Il était mort. Bien. Vous, Philippe, vous savez ce que vous avez à dire. Vous avez déposé cette femme devant la guettière. En venant ici ce matin, vous ne l'avez pas revue. Vous ne nous en avez pas parlé. Aucun de nous n'a vu cette femme dans le courant de la journée. Nous ignorons complètement son existence. Et si on retrouve son corps? J'interdirai qu'on vide et qu'on récure ces étangs pendant des années. Mon roi veillera à cadenasser les vannes. Et dites-vous bien que tout ce que nous dirons a de fortes chances d'être cru. Nous ne sommes pas des gens facilement soupçonnables. Alors voilà, ce que je te proposais en conclusion, pour le coup, c'est comme la dernière fois, de proposer une petite reco qui ferait du lien avec ce film-là. Alors peut-être plus légère, peut-être pas, dans un genre peut-être très différent, je ne sais pas. Alors léger, je sais pas. Film Shadows, tiens, on salue la plateforme Shadows, qui est nécessaire et indispensable pour découvrir des films qu'on ne verrait jamais sinon. Autant dire les choses, que ce soit en nouveauté, mais pas que en nouveauté. Et l'autre jour, d'ailleurs, tu en as été témoin parce que je te l'ai conseillé et que tu l'as vu après. C'est rare, hein. C'est peut-être la preuve. Ça arrive une fois sur 1000, mais je t'ai conseillé un film d'horreur que tu n'avais pas vu, que j'ai vu avant. Ça m'a fait très plaisir. C'était un grand plaisir. C'est quand même l'un des maîtres de l'horreur. Oula. Enfin, tu connais des films que peut-être 100 personnes ont vu en France, des fois. Voilà, c'est possible. Et là, je voulais mettre en avant un film qui a 2 titres, en fait. Enfin, il y a un titre à l'international, c'est Cub, et en version flamande, parce que c'est un film belge flamand. C'est très important de le mentionner que c'est flamand. C'est Velp qui veut dire petit garçon, enfin petit quoi. Louveteau, hein, Cub. C'est un film donc du réalisateur Jonas Goberts. Alors, désolé si j'écorche son nom. Qui est donc belge-flamand. Et c'était son premier long-métrage à l'époque. Alors, c'est une histoire un peu, c'est presque du folk horror, hein, pratiquement. Oui, histoire de jeunes des louveteaux, donc entre, je sais pas, 12 et 13 ans, quoi, grosso modo, qui vont dans la forêt, tranquille,
pour camper avec des moniteurs plus ou moins douteux. Enfin, il y en a un. Enfin, c'est particulier. C'est-à-dire que c'est une ambiance très spéciale. On a une autre forme de communauté d'entre-soi bizarre là. Et dans cette forêt, apparemment, il y aurait une sorte de tueur en série une créature de la forêt. On ne sait pas quoi. Et parmi cette troupe de scouts, il y a le petit Sam qui est harcelé par ses camarades. C'est joyeux, hein. C'est très très joyeux. Et le petit Sam, en plus d'être embêté par ses camarades, va peut-être être embêté par ce tueur ou pas. Et peut-être qu'il va y avoir une forme de mimétisme avec peut-être ce monstre, entre guillemets, qui est peut-être la création sociale du rejet des autres. Et on a un film purement cruel. Hein. Ça, on en a parlé en privé. Il y a des trucs assez étonnants. Alors déjà, quand ils vont dans la forêt, ça parle de trucs bizarres avec un gamin qui a 12 ans, qui a sa copine, on montre des photos bizarres en moniteur. Voilà. Oh, mais ta copine, elle te branle et tout. Enfin, ça, c'est quand même plus qu'osé. Oui, Très, très osé. Bon, je veux bien que la jeunesse soit un peu plus décomplexée sur certaines choses, mais certainement pas comme ça. Mais bon, c'est juste pour mettre un peu le spectateur mal à l'aise et tout. On voit bien que c'est pour poser des cadres hors cadre. Justement, il n'y a pas de limite. Et en plus, la rivalité flamande Wallonne, histoire quand même. Voilà, où on voit que la Belgique est de plus en plus irréconciliable et c'est tendu en Belgique depuis quelque temps. Voilà, donc un jour probablement, il se pourrait qu'il y ait deux Belgiques ou que la Belgique de Wallonne soit rattachée à la France un jour. Ce serait pas étonnant. Mais bon, on voit du coup la tension sociale d'un pays où il y a beaucoup de rejet, beaucoup de tensions, beaucoup de divergences. Et alors, ça donne un petit film bien cruel où, certes, on voit des grosses ficelles très vite, on sait très vite où ça va se terminer. C'est pas grave, hein, c'est un premier film et tout, qui rend hommage aussi à certains codes de l'horreur, qui est assez efficace là-dessus, qui a des moments bien cruels. À un moment, il y a une scène, l'attente, voilà, avec la voiture. Ah, ça t'y attendais pas? Non, pas du tout, j'étais très surpris. Le film ose beaucoup et il berce presque dans une forme d'occulte, mais on en revient à une forme de réalité sociale derrière quand même qui est très cruelle, où même les plus jeunes ne sont pas épargnés. Donc c'est à conseiller, un petit Velp, un petit Cub, je crois qu'il est sur le nom de Cub sur Shadows. Oui, sur Shadows, c'est ça, ouais. Voilà. Voyez-le et le cinéma d'horreur belge, enfin le cinéma entre guillemets de genre estampillé, horrifico, ce que vous voulez, belge se porte bien. Que ce soit du côté flamand, mais aussi du côté wallon, on dit wallon, wallon. Mais du coup, je crois qu'en plus, je crois que t'es pas trop éloigné dans ta reco au final. Ah non, parce qu'on reste en Belgique. Alors pour le coup, il me semble que Fabrice Duvels, puisque c'est un film de Fabrice Duvels, en avait parlé à l'époque de la sortie de Calvaire. Il avait parlé de la traque pour le coup, parce que toute la séquence de fin, finalement, la fin de Calvaire, elle se rapproche beaucoup. En fait, il y a même des plans. Alors même s'ils sont nocturnes, parce que pour le coup, la traque se déroule sur une journée jusqu'à la nuit tombée, comme tu disais tout à l'heure. Là, il y a finalement ça se passe de nuit, mais il y a une séquence littéralement où il y a des plans qui sont extrêmement similaires. Alors là, pour le coup, on est plus proche du redneck movie américain parce que le film s'inspire énormément de Massacre à tronçonneuse en particulier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur cette idée d'homme qui traque une femme, parce que effectivement, quand bien même le personnage de Laurent Lucas est un homme, dans les yeux de ces personnages-là, il est une femme. Donc on a quand même un écho qui est assez direct. Et moi, je trouve, en le revoyant, Calvaire, je me suis dit que c'est quand même, il y a presque quelque chose d'une version onirique et surréaliste de la traque. La traque, tu as dit, est très, très terre à terre, très naturaliste. Là, on reprend quasiment tout un tas de motifs assez similaires, jusqu'à finalement des éléments de mise en scène vraiment à la fin, graphiquement. Le film est vraiment, graphiquement, en termes d'hommage, autant il va prendre du côté de Massacre à tronçonneuse, autant il va prendre aussi du côté de la traque. Moi, je suis convaincu qu'à l'époque, si Fabrice Duvels passe par là, il pourra peut-être confirmer ou pas. Mais moi, je me rappelle en tous les cas, parce que la traque, je crois que c'est par Fabrice Duvels que j'en ai entendu parler pour la première fois, mais j'ai vu beaucoup plus tard pour le coup. Et vraiment, il y a des images, c'est assez sidérant de voir des similarités, notamment, encore une fois, sur le tout dernier acte du film. Et c'est un film hyper étonnant. Pour le coup, c'est un film qui volontiers verse dans le fantastique, parce que c'est vraiment un film fantastique. Il y a des séquences qui sont totalement surréalistes. Je pense notamment à la séquence du bar avec une danse qui implique une danse entre des personnages qui est complètement étrange. Et les acteurs sont tous incroyables. On parlait des acteurs incroyables dans la traque. Là, on a le regretté Philippe Naon qui est absolument brillant. Évidemment, Jackie Berroyer qui est absolument extraordinaire dans le film, à la fois extrêmement touchant et absolument terrifiant, parce qu'il a quelque chose de très touchant, ce personnage-là.
et le personnage de Laurent Lucas. Pour rapidement raconter quand même l'histoire, on suit le personnage interprété par Laurent Lucas, qui est un chanteur itinérant qui se balade de village en village et qui va se retrouver à échouer, si je puis dire, chez un petit aubergiste au fin fond de... Alors ça se passe dans les comment s'appelle les montagnes, je me rappelle plus du nom, ça va me revenir puisque ça me reviendra tout à l'heure. Les Ardennes, non? Dans les Ardennes, voilà, pardon. Tout Les bêtement. Ardennes, pardon. Tout bêtement, pourquoi, pardon. Dans les Ardennes, et donc pour le coup, il va se retrouver, alors plutôt côté belge d'ailleurs, puisque on parlait de frontière c'est plutôt de l'autre côté, parce que ça se passe à la frontière aussi. Et là, pour le coup, on va se retrouver avec cet aubergiste qui, au début, est très sympathique et va vraiment prendre le temps d'accueillir ce chanteur, de s'occuper de lui. Et au fur et à mesure du film, et c'est là que l'élément presque fantastique, au sens vraiment todorowien du terme, donc c'est-à-dire cette hésitation, parce qu'on ne sait jamais vraiment de quel côté on va virer vraiment, même si à la fin on part vraiment d'une sorte d'hystérie collective chez tous les hommes, parce que pour le coup la question de la masculinité toxique, elle est quand même très très présente dans le film aussi. Globalement, le personnage donc de l'aubergiste va commencer à considérer que dans ce personnage de Laurent Lucas, c'est réincarné, ou même c'est même pas de réincarnation, c'est littéralement sa femme décédée puisqu'il est veuf, qu'il va retrouver dans le personnage de Laurent Lucas, et donc il va décider de le garder à la maison, et va s'en suivre une longue séquestration qui va se terminer effectivement par une traque, pour rester très très flou là-dessus. Et c'est un film, moi, que je trouve extraordinaire, extrêmement dur aussi et cruel, différemment de Cub, mais moi c'est un film que j'ai, pareil, ça fait partie de ces films que j'ai beaucoup de mal à revoir, c'est des films qui me mettent très 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 mal à l'aise, mais qui en même temps, dans tout l'hommage qu'ils font au cinéma fantastique, au cinéma d'horreur, en quelque chose, mine de rien, de curieusement assez jouissif et assez délicieux dans la manière en tout cas dont il a créativement de s'approprier tout un tas de codes horrifiques, tout un tas de référentiels qui me parlent pour créer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose d'hyper étonnant, c'est un film qui est complètement unique, tout en se servant effectivement d'un référentiel très connu. Donc on est à la fois en terrain connu et à la fois, on l'a déjà fait ce jeu de mots, en terre inconnue. Et c'est assez dingue à regarder, et vraiment le lien avec la traque est pour le coup assez direct, puisque pour le coup il me semble encore une fois que l'inspiration est vraiment directe, notamment pour le troisième acte du film, qui implique d'ailleurs aussi un viol aussi. Enfin, c'est vraiment un film très très dur, mais assez extraordinaire. Je trouve qu'aujourd'hui, même encore une fois aujourd'hui, je trouve que c'est le film le plus réussi, peut-être pas le plus réussi, celui que je préfère de Fabrice Duvels. Je sais pas que c'est plus réussi parce qu'il y a des films qui je pense sont plus maîtrisés. C'est un film encore, on sent que c'est un film de jeune cinéaste, encore une fois, qui va référencer tous ces classiques et en mettre beaucoup, peut-être un peu trop parfois, mais c'est certainement le film que je trouve le plus fort et le plus touchant. Je trouve qu'il y a un truc très très touchant dans ce personnage de l'aubergiste notamment, qui est assez fascinant. Voilà, je m'arrête parce que j'aurais plein de choses à dire, j'aime tellement ce film-là, mais on en parlera peut-être à l'occasion, hein. Ça peut faire peut-être dans le côté francophone l'objet d'un GOC, qui sait. Oui, pourquoi pas. Après tout, on pourra aller un petit coup en Belgique, un petit coup en Suisse, même si des films suisses, là, j'en ai pas trop en tête. Moi non plus. Petit film d'horreur suisse, là, et si vous en avez un en commentaire, dites-nous. N'hésitez pas. Non, parce que c'est vrai, ça peut être intéressant. Mais oui, en plus, à la fin de Calvaire, sans en dire plus, il y a aussi une mort qui s'enlise, qui coule. Voilà, bon, voilà. Donc finalement, oui. Et Fabrice Duvels jamais renié des influences de ses films, hein, de toute façon. C'est que beaucoup de gens disent qu'il est très influencé, c'est pas grave. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Tout le monde s'influence, voilà. Mais c'est vrai que la traque, je pense, en a influencé plus d'un. Faudra un jour de poser la question à Alex Garland. Oui, mais c'est vrai. Si jamais vous le croisez un jour, demandez-lui pour la traque. Parce que c'est étonnant, Alex Garland, c'est vrai. What? Le track? No? Voilà. Alex Garland, qui va bientôt, qui scénarise le prochain 28 ans plus tard, là, avec Danny Boyle, le retour au sort cette année, effectivement. Voilà. Et oui, enfin. Il sort presque 28 ans après l'origine. Peut-être pas, mais pas loin. On n'est pas loin, on a une plus de 20 années, 99, hein, donc ouais, on est à 26 ans, quoi. Voilà. Non, mais bon, en tout cas, de Cub à Calvaire à la traque, il y a de quoi bien flipper et se poser des questions sur l'humanité au sens large, hein, de toute façon. Tout à fait. On vous dit, l'humain est une bête malade, hein, parfois. Hein, mais totalement. Ah, c'est vrai nous sommes des animaux. À la suite d'une soirée avec 3 épisodes comme ça, avec 3 films comme ça, évidemment, je pense que vous aurez une foi en l'humanité qui sera fortement dégradée. C'est probable. C'est ça. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est de la fiction. Oui. Même si parfois la fiction rattrape la réalité. Malheureusement, pour la traque, malheureusement,
c'est une fiction qui est dramatiquement réaliste et qui fait terriblement écho à beaucoup de choses dont on parle. Fort heureusement, on en parle de plus en plus dans l'actualité. Oui, et voilà, c'est vrai que là-dessus, c'est pour ça que c'est un film qui, sur le plan de l'éducation à l'image, dans des ciné-clubs, au final aussi, ça peut être intéressant d'en parler, de les projeter. Avec un bon petit warning avant, hein, quand même. Voilà. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important. Voilà. Écoute, c'est une très belle conclusion, mon cher Julien. C'est très bien, c'est parfait. Sur la question de l'éducation à l'image, en plus, ça boucle avec effectivement la très bonne émission qu'on a pu... Samir nous a invités pour pouvoir discuter un petit peu de tout ça. C'était d'ailleurs passionnant. Et puis, écoute, on se retrouve de toute façon. Je te remercie déjà du fond du cœur de ta participation et finalement d'être si je puis d'avoir accepté ce projet GOC. Et je te remercie beaucoup parce que je suis à la fois très honoré, très touché et très heureux de t'avoir avec moi pour discuter de cinéma de genre français. Et puis j'ai hâte qu'on soit à l'épisode 3, mais je ne sais pas de quoi ça parlera encore. Oula! On va peut-être donner des indices dans cette... Oui. Il y a peut-être des trucs qui se sont posés on est comme les petits poussés, on met des petits cailloux derrière nous. Tout à fait. Mais bon, il y en a. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi en commentaire si vous avez des films, enfin, un peu anciens ou dont on parle pas suffisamment, enfin, anciens, oui, des films français un peu genresques au sens large. Oui, tout à fait. N'hésitez pas. Puis peut-être qu'un jour, on ira peut-être aussi plus dans le surnaturel, le fantastique. Bien sûr. Il y a plein de trucs à... on l'a fait un peu avec Les yeux sur le visage aussi. Oui, tout à fait, ouais. Mais c'est vrai qu'on a pas... Ouais, nous, on est friands de ça, parce qu'effectivement, on ne connaît pas tout, on va aller fouiner à gauche, à droite, mais probablement. Puis là, on va peut-être parler pour l'instant, on parle de films donc on a déjà vu pour le moment, peut-être pour le coup, en tout cas, les 3 premiers qu'on a en tête, enfin le 3e aussi, c'est un film qu'on a déjà vu tous les deux. Mais ce serait aussi chouette d'avoir des découvertes. On fera des découvertes parce que je vais aller farfouiller et voir des trucs que je n'ai pas vus et que je proposerai à Julien. Mais si vous, effectivement, vous avez des idées, n'hésitez pas en tous les cas. Écoute, encore une fois, Julien, un immense merci à toi. Et puis on se revoit très vite. Et puis je mettrai en description évidemment le lien vers le Takashi Miike qui correspond évidemment, puisque nous avons enregistré il y a quelques semaines de cela un épisode sur un Takashi Miike, à savoir Rainy Dog, puisqu'il est déjà sorti, donc je l'annonce ici effectivement. Et on est content on a appris peu avant l'enregistrement ici que Takashi Miike allait faire son Bad Lieutenant là. On a hâte. On espère qu'il sera au cinéma. Parce que celui-là, on va même aller voir Takashi Miike s'il vient à Paris et on y va. Ah bah mais totalement. Par contre, voilà, c'est noté, on prend rendez-vous pour voir Takashi Miike à ce moment-là. On lui balance la playlist journal de Miike et tout. C'est marrant. Ah mais non, mais alors, le rendez-vous est pris, hein, de toute façon, le rendez-vous est pris. Et puis passez en tout cas une très bonne soirée, mon cher Julien. Je te remercie encore une fois du fond du cœur. À bientôt. À bientôt. Salut à tous.